Pour t'épargner de vivre la même chose, sois prudent quand tu entres sur un serveur vide ou abandonné. Je suis une baleine. Pas une énorme créature marine, mais une baleine au sens vidéoludique. En d'autres termes, un joueur qui dépense beaucoup d'argent réel dans les jeux vidéo. J'achète ce qu'on appelle des microtransactions, un élément clé d'une stratégie marketing brillante. Le jeu est téléchargeable gratuitement, mais incite à dépenser de l'argent pour obtenir des objets virtuels. Ces microtransactions peuvent être insignifiantes, comme un simple t-shirt pour personnaliser son avatar, ou démesurées, comme des codes de triche bouleversant complètement l'équilibre du jeu. Je vois souvent des débats en ligne autour de la notion de « pay to win », mais je ne m'y attarde pas. Il me suffit de constater mon pseudonyme trônant chaque semaine en haut du classement pour connaître la réponse à ces questions qui agitent tant les joueurs. Certains diront qu'il est plus honorable de passer des heures entières à enchaîner un contenu ennuyeux pour décrocher les récompenses offertes aux joueurs gratuits. Mais pourquoi m'imposer cela, alors qu'il me suffit de dépenser quelques milliers de dollars pour obtenir immédiatement les objets les plus rares et les plus impressionnants? Je me demande parfois si les gens accordent réellement de la valeur à leur temps. Je n'ai pourtant pas grandi dans l'opulence. Je me suis fait moi-même, grâce au travail acharné, à la persévérance et à quelques compromis. Très tôt, j'ai montré des aptitudes particulières en informatique, et je me suis passionné pour la programmation. Au départ, je voulais créer mes propres jeux vidéo. J'ai cependant vite découvert que la maîtrise des langages informatiques ne garantissait pas le talent pour le game design. Ce qui me réussissait le mieux, c'était la conception technique, ce que l'on appelle le back-end, la partie invisible du code. En travaillant sur la gestion des fichiers de mon jeu, j'ai mis au point une méthode d'écriture de données environ 3% plus efficace que les techniques utilisées jusque-là. 3%, cela paraît dérisoire, mais ce fut suffisant. Je pus vendre ma technologie à une grande entreprise, l'une de celles que tout le monde connaît, en échange d'une somme colossale. Cet argent changea ma vie. Inutile d'entrer dans les détails, mais disons que je devins une baleine par loisir. Plusieurs jeux mobiles me plaisaient, et je trouvais naturel de récompenser leurs créateurs en leur offrant un gain financier considérable. Le fait de posséder les personnages les plus puissants du jeu constituait un avantage appréciable. Un jour pourtant, tout bascula. Je me connectai à l'un de mes RPG favoris pour découvrir que les développeurs avaient lancé une campagne Kickstarter afin de financer leur nouveau projet. Kickstarter est une plateforme qui permet de financer collectivement des projets grâce aux contributions des fans. Ravi, je me plongeai immédiatement dans leur présentation. J'étais déjà un fidèle de Human Entertainment, un studio dont je suivais les productions depuis des années. Leur prochain jeu s'annonçait ambitieux, presque révolutionnaire. Les vidéos montraient un prototype déjà jouable, intégrant même des interactions réalistes avec les personnages non-joueurs grâce à une intelligence artificielle de pointe. Convaincu de leur sérieux, je décidai aussitôt d'investir. Comme souvent sur Kickstarter, plus le don est élevé, plus les contreparties sont prestigieuses. Je fis défiler les options jusqu'à atteindre le palier maximal. Pour 10 000 $, je pouvais devenir un personnage non-joueur. L'idée m'enthousiasma immédiatement. Les développeurs promettaient de créer un PNJ à mon image, qui interagirait avec les autres joueurs dans le jeu final. Il n'y avait qu'une seule place disponible pour ce privilège. Sans réfléchir, je la pris. Comme un idiot. La campagne terminée, je reçus un mail de Human Entertainment. Ils me remercièrent chaleureusement pour ma contribution, ce que j'attendais. Mais ils ajoutèrent une surprise, une invitation tout frais payée à visiter leur siège, afin de rencontrer l'équipe. Après un court vol et une longue course en taxi, je découvris un bâtiment opulent de 3 étages, entouré d'une pelouse parfaite et de haies taillées en silhouettes humaines. L'endroit paraissait démesuré pour un studio indépendant. Traverser l'allée et franchir la porte d'entrée me donna l'impression d'entrer dans un film fantastique. Le hall, au plafond démesuré, confirma mes soupçons, la société dépensait sans compter. Pourquoi solliciter le financement participatif avec un tel luxe? Peut-être étais-je mal placé pour juger, moi qui gaspillais des fortunes en jeux vidéo.
Je fus accueilli par une femme à la beauté troublante. Son visage symétrique, ses yeux d'un bleu éclatant et son sourire parfait me firent détourner le regard, mal à l'aise. Elle me guida vers un ascenseur, me frôlant légèrement pour m'inviter à la suivre. Le trajet silencieux vers l'étage inférieur accentua mon malaise. Le couloir où nous arrivâmes était bordé de portraits illuminés. Je remarquai vite des détails perturbants, une femme aux doigts trop nombreux, une voiture sans portière, des inscriptions illisibles, réduites à des amas de formes pseudo-textuelles. Mon hôtesse m'expliqua que toutes ces images avaient été générées par intelligence artificielle. Elle ajouta que ce type de technologie remplacerait bientôt le travail humain, tout en gardant son sourire figé. Nous atteignîmes enfin une grande salle où une foule m'accueillit par des applaudissements. Tous étaient jeunes, beaux, aux sourires impeccables. Plusieurs femmes ressemblaient presque à des clones de mon guide. L'ambiance avait quelque chose de profondément anormal. Je scrutais leurs mains, cherchant à compter leurs doigts. Un homme plus âgé, d'origine asiatique, se détacha du groupe. Je le reconnus, Bong Ngo, président de Human Entertainment. Il me serra chaleureusement la main, m'assurant que cet accueil m'était réservé. D'un ton fier, il me demanda ce que je pensais de ses employés. J'hésitai, puis répondis qu'il me semblait agréable. Il éclata de rire et m'apprit qu'il s'agissait d'intelligence artificielle. Ils n'étaient pas humains. Ils pensaient, se souvenaient, vivaient à leur manière, sans même toujours ignorer leur propre nature. L'éthique de la situation m'horrifia, mais je n'eus pas le temps de protester. Derrière un rideau, Bong Ngo me révéla une machine gigantesque, semblable à une chambre de torture futuriste. Il m'expliqua qu'il s'agissait d'un scanner 3D destiné à capturer l'apparence des gens, jusqu'au moindre détail. Il se décrivit comme un collectionneur de personnes. Les non-joueurs du futur seraient tous conçus à partir de scans humains, animés par des intelligences artificielles. Tout en plaisantant, il m'invita à commencer. On me fit remplir un questionnaire sur le PNJ qui me représenterait. Par réflexe ou par orgueil, je décrivis un personnage identique à moi-même. Ensuite, 2 employés m'aidèrent à entrer dans la machine. Je remarquai d'étranges symboles sur ses parois et demandai leur signification. Une des femmes me fixa alors et me demanda d'une voix douce mais glaciale si je me souvenais de l'apparence de l'alphabet. Cette question me glaça le sang. Bien sûr que je savais lire, n'est-ce pas? Pris de panique, je luttai contre les sangles, mais le scanner s'activa. Des flashs lumineux m'aveuglèrent, des sons stridents m'assaillirent, et je finis par perdre connaissance. Quand je revins à moi, j'étais assis dans un fauteuil roulant, dans une pièce sombre à l'allure de vieil entrepôt. Une ampoule nue éclairait un lit d'hôpital. Sur ce lit reposait un homme, qui avait mon visage. L'horreur me submergea. Bong Ngo surgit alors des ténèbres. Sa voix résonna, expliquant qu'il collectait les gens. Il caressa les cheveux de mon double étendu sur le lit, puis s'éloigna dans l'ombre en l'emportant. Titubant, je cherchais une sortie. Le faste des bureaux avait disparu, remplacé par un bâtiment délabré, plein de poussière et de verres brisés. Mon téléphone était encore dans ma poche, mais mes contacts avaient disparu. Mes comptes en ligne n'existaient plus. Même ma banque m'avait effacé. Plus aucune trace de Human Entertainment sur Internet, plus aucun pseudonyme lié à mes exploits vidéoludiques. Tout semblait effacé, comme si je n'avais jamais existé. J'appelai les autorités, mais elles me répondirent que la société Human Entertainment n'avait jamais existé. Personne ne voulait m'écouter. Je continue encore aujourd'hui à chercher une explication. Mais une question me hante, peuvent-ils réellement effacer une vie entière et faire comme si elle n'avait jamais existé? Lorsque le jeu commence, le personnage se trouve seul dans un bunker. Il errait un jour de plus sur le calendrier puis vérifie son équipement. Il se prépare à quitter son abri pour rejoindre la ville la plus proche, ajuste son masque à gaz et rabat sa capuche. Le voyant vert de la jauge d'oxygène lui indique qu'il pourra survivre dans l'environnement privé d'air qui l'attend à l'extérieur. Le monde s'était figé du jour au lendemain, lorsque l'air avait commencé à se dissiper. La plupart des gens n'avaient pas compris ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard.
L'humanité n'imaginait pas sa fin de cette manière. Tout s'était produit dans un silence complet, sans grandes explosions ni foule hurlante fuyant dans la panique. L'apocalypse avait été incroyablement silencieuse. Les gens s'étaient effondrés là où ils se trouvaient, debout ou assis. Personne n'avait eu le temps de fuir et, de toute façon, il n'y avait nulle part où aller. Les seuls survivants étaient ceux qui avaient anticipé l'impossible. Leur récompense se résumait à la solitude sur une planète morte, vidée de son souffle. Au moins, il restait du temps pour réfléchir. La fin avait été si rapide que les destructions étaient limitées. Les villes demeuraient intactes, ouvertes à l'exploration et aux recherches de trésors. Mais chaque sortie restait suspendue à une contrainte, surveiller la jauge d'oxygène. Celle-ci n'était pas intégrée à une interface visuelle, mais fixée directement sur la combinaison, et il fallait constamment baisser les yeux pour la contrôler. Oublier de le faire signifiait la mort, sauf à trouver miraculeusement de l'air en chemin. Le personnage se déplaçait dans des cours d'école vides, des immeubles déserts, des gratte-ciels abandonnés. L'absence d'air avait permis aux milliards de corps éparpillés à travers le monde de se conserver plus longtemps que prévu. La planète entière n'était plus qu'un gigantesque mausolée, recouvert de silhouettes desséchées jonchant rues et bâtiments. Pour survivre, il fallait fouiller, trouver de quoi améliorer son équipement afin de prolonger chaque sortie. Les explorations révélaient parfois l'existence d'autres bunkers, permettant d'avancer plus loin. Mais la découverte de nouveaux refuges annonçait aussi de nouveaux dangers. Quels ennemis pouvaient exister dans un monde sans air ? Peut-être des créatures insensibles à ce manque, capables de rôder en silence et d'observer, prêtes à frapper au moment le plus inattendu. Restait aussi la question de l'existence d'autres survivants. Fallait-il partir armé ? L'absence d'air signifiait l'absence de son. Seul persistait le cliquetis du masque à gaz et la musique étouffée d'un vieil iPod cabossé, retrouvé dans la poche d'un corps gisant près d'un terminal d'aéroport. Il fallait aussi songer à l'essence du générateur du bunker, une ressource vitale. Le personnage n'avait qu'un seul contact humain, quelqu'un avec qui il échangeait régulièrement à travers ce qu'il restait d'Internet ou par une radio vétuste. Cette voix familière l'accompagnait depuis des années, sans qu'ils ne se soient jamais rencontrés. C'était la seule présence dans un monde mort, retranchée elle aussi dans un abri lointain. Puis, un jour, cette voix disparut. Plus aucun signe de connexion ni de transmission. Le personnage comprit qu'il devait découvrir ce qui s'était passé. Il ne connaissait que vaguement l'emplacement de ce bunker et savait qu'il n'aurait pas assez d'oxygène pour y parvenir d'une seule traite. C'était à ce moment-là que l'aventure commençait vraiment. Fallait-il entreprendre le voyage pour retrouver ce compagnon invisible, ou continuer à survivre seul, fouillant, explorant, n'écoutant plus que le souffle de sa propre respiration dans le cimetière immobile de l'humanité? Durant l'époque de RPG Maker VX, d'étranges circonstances amenèrent le créateur d'un fichier à découvrir que son jeu était déjà terminé, alors qu'il n'était jusque-là qu'à moitié développé. Comme tout bon concepteur de RPG, il décida de le tester pour voir comment il fonctionnait. Pourtant, au fil de l'exploration, il découvrit un lieu qui n'était pas censé exister et l'histoire d'une petite fille appelée Akaru Mire. RPG Maker VX était un logiciel de création plutôt coûteux, mais il permettait une variété telle qu'on pouvait y développer presque n'importe quel RPG. Un garçon nommé Alex avait passé environ 2 heures par jour, pendant 2 semaines, à travailler sur son jeu. C'était un projet de grande ampleur, qu'il voulait structurer en plusieurs actes avec des quêtes annexes et du contenu supplémentaire. Il avait prévu 10 boss principaux, inspirés de lui et de ses amis, pour les impliquer et les amuser davantage. Un jour, en chargeant sa carte pour continuer la conception, Alex découvrit que tout était déjà terminé. Les monstres, les lieux, les boss, les quêtes annexes, tout y était. Pris de confusion et de curiosité, il lança le jeu en mode test avec son casque sur les oreilles. À sa grande surprise, tout fonctionnait à la perfection. Les mécaniques répondaient exactement comme il les avait imaginées. Même les boss inspirés de ses amis se comportaient et parlaient comme eux. Pourtant, quelque chose le troubla profondément, il n'avait jamais écrit le moindre dialogue. Il comptait le faire plus tard avec l'aide de ses amis.
Et voilà que le jeu finalisé affichait des répliques qui correspondaient parfaitement à leur personnalité. Un détail attira alors son attention. Tous mentionnaient une certaine Mireille. Ils exprimaient des regrets, disaient qu'ils étaient désolés de ce qui s'était passé et qu'ils ne joueraient plus. Alex ne connaissait pas cette personne et supposa que le mystère se résoudrait plus tard dans l'histoire. Mais une étrange culpabilité commença à l'envahir sans qu'il sache pourquoi. En avançant, il découvrit une anomalie, une ville qu'il n'avait jamais prévue. Elle portait le même nom que celle où lui et ses amis vivaient réellement. Malgré les limites de RPG Maker, le lieu ressemblait étrangement à sa ville natale. L'agencement des maisons et des commerces correspondait parfaitement. En interrogeant les habitants du jeu, il n'apprit rien d'anormal, sauf lorsqu'un personnage évoqua un garçon nommé Raymond. Dans l'intrigue prévue, Raymond devait être l'avant-dernier boss, basé sur un de ses amis réels, connu pour son excentricité. Mais dans le jeu, on racontait qu'il avait perdu la raison à cause d'une fille appelée Mireille. Alex comprit alors que Mireille était une jeune fille et que quelque chose de grave lui était arrivé. Un sentiment de culpabilité l'envahit de nouveau, sans explication claire. Son exploration le mena jusqu'à un cimetière, seul lieu qui ne ressemblait pas à sa propre ville. Au centre, un caveau l'attendait, ouvert. Il y entra et s'engagea dans un long couloir. Une silhouette brève apparut devant lui, celle d'une petite fille aux cheveux noirs, aux yeux rouges et au visage sombrement marqué de cicatrices. L'image disparut presque aussitôt, comme une rémanence visuelle. Intrigué, il continua, jusqu'à ce que son personnage s'arrête net et qu'un texte apparaisse. « Pourquoi n'as-tu pas voulu jouer avec moi ?» Il reprit sa marche, mais un nouveau message surgit. « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» La sueur commença à couler sur son visage. Le texte continua. « Le feu ? Je n'arrive pas à respirer. » Enfin, une dernière phrase apparut. « Pourquoi m'as-tu laissé mourir, Alex ?» Au même instant, un cri de douleur féminine retentit dans son casque. Terrifié, il l'arracha de ses oreilles. L'écran devint noir, puis réafficha son personnage, dehors, à l'entrée du caveau. Décidé à comprendre, Alex retourna parler aux habitants du jeu. Leurs paroles avaient changé. Tous racontaient désormais l'histoire de Mireille. C'était une jeune fille joyeuse qui, autrefois, jouait avec Alex et ses amis avant qu'ils ne rejoignent l'organisation centrale de l'intrigue. Un jour, à cause d'une promesse rompue qui leur avait valu des ennuis, ils refusèrent de l'accepter dans leur jeu. Triste, après avoir pourtant présenté ses excuses, elle rentra chez elle. Quelques instants plus tard, un cri retentit. Les villageois accoururent et découvrirent qu'elle était tombée dans la cheminée, le visage en flammes. Le médecin constata son état et sortit chercher un guérisseur, en demandant d'attendre. Mais Alex et ses amis, persuadés qu'elle était morte, insistèrent pour l'enterrer rapidement afin d'éviter que le corps ne se décompose. Ses parents, accablés, acceptèrent. On plaça le corps dans un caveau de pierre. Lorsque le médecin revint avec le guérisseur et que le cercueil fut ouvert, on découvrit Mireille déjà décomposée, mais dans une position différente de celle où on l'avait laissée. Ses mains semblaient avoir tenté de soulever le couvercle. Comme si elle avait été enterrée vivante. Un frisson d'horreur parcourut Alex. Pourtant, il continua le jeu jusqu'au boss final, une version de lui-même. Chaque fois qu'il réduisait sa vie d'un quart, un message apparaissait, ne fuis pas la vérité. Quand il parvint à vaincre son double, celui-ci prononça ces dernières paroles, ne fuis pas la vérité, le poids de la faute. Tu refuses de te souvenir. Cesse de fuir. Affronte la réalité. Repens-toi. Repens-toi. L'écran devint noir et le menu principal réapparut, mais il était impossible de recommencer la partie. Troublé, Alex fit des recherches. Il découvrit un vieux fait divers parlant d'une fille nommée Akaru Mireille, une japonaise immigrée aux États-Unis, morte brûlée après être tombée dans une cheminée alors que ses amis venaient de la rejeter. L'histoire était identique à celle du jeu. Peu à peu, des souvenirs enfouis refirent surface. Il se souvenait d'elle. Les paroles entendues dans le jeu résonnaient sans cesse, « Repens-toi. Repens-toi. » Le lendemain,
il demanda à ses parents de l'accompagner au cimetière. Ils comprirent aussitôt. Seul devant une pierre tombale, il lut « Akarui Mire, 1er janvier 1995 à 4 avril 2004. Fille aimante et amie. Tu nous manqueras toujours. » Le froid de l'horreur l'envahit. Il tomba à genoux et pleura longuement. Il murmura des excuses à Mire, lui demandant pardon pour ses paroles cruelles. Puis un souvenir revint brutalement, la découverte, dans le jeu, du cercueil entrouvert. Il comprit qu'il l'avait enterrée vivante. Secoué, il supplia Mire de ne jamais lui permettre d'oublier de nouveau. Lorsqu'il se releva et se retourna, il vit devant lui une fillette aux cheveux noirs, aux yeux rouges et au visage marqué par les flammes. Exactement comme la silhouette de l'enfant croisé dans le caveau du jeu. Akarui Mire. Son nom signifiait avenir lumineux en japonais. Quelle ironie cruelle. À plusieurs reprises je remarquais ces visions, des choses étranges qui pourtant me semblaient familières. La plupart de mes journées étaient ennuyeuses, de simples occasions répétitives enfermées dans un cycle redondant. Mais je continuais à imaginer un lieu de paix et de sérénité. Dans mon esprit, ce lieu prenait la forme d'un paradis, et je finis par conclure qu'il me fallait le visiter réellement pour vérifier si mes pensées étaient justes. Mon ami Noah et moi décidâmes donc d'y aller ensemble. Sa présence me réconfortait, et il semblait enthousiaste, presque euphorique, à l'idée de découvrir cet endroit. La zone n'était qu'à quelques kilomètres, mais la route était bloquée, car elle faisait partie d'une section du comté fermée depuis les années 60 et laissée à l'abandon. En avançant, nous réalisions à quel point cette région était reculée par rapport à toute civilisation. C'était comme si nous pénétrions dans une capsule temporelle restée fermée depuis des décennies, bien que cette impression puisse sembler exagérée. Nous atteignîmes finalement la route interdite et franchîmes plusieurs barrières entr'ouvertes. Lorsque nous arrivâmes au point indiqué par le GPS, nous découvrîmes que la nature avait repris ses droits. Il ne restait presque rien, si ce n'est des allées effondrées et les vestiges de fondations de vieilles maisons. Alors que nous parcourions la route délabrée en voiture, nous remarquâmes que toutes les stations de radio diffusaient seulement du grésillement. Une seule passait correctement, une station religieuse qui ne jouait que des mélodies d'orgue et des chants de chœur. Le jour déclinait lorsque nous aperçûmes un lieu familier, déjà vu dans mes rêves récurrents, une vieille église perchée au sommet d'une colline abrupte. Nous décidâmes de garer la voiture et d'aller l'examiner. L'église était étonnamment en bon état. Les murs tenaient encore, les abords semblaient entretenus, et c'était le seul bâtiment encore debout dans cette ville fantôme. Les portes grinçaient et opposaient un peu de résistance, mais nous réussîmes à entrer. À l'intérieur, tout paraissait intact, comme si le temps n'avait pas laissé de traces. Les meubles montraient des marques d'usure, mais rien d'anormal. Ce qui surprenait davantage, c'était l'art exposé, au lieu de représentation de Jésus ou de ses disciples, les murs montraient des scènes de torture infligées à une femme, ainsi que des figures divines féminines mises en avant. La lumière du jour déclinait, mais les fenêtres permettaient encore d'observer l'intérieur. Nous cherchions des traces ou des informations sur ce lieu, mais il n'y avait ni livre, ni rapport, ni document. Pourtant, je sentais une présence, comme si quelqu'un m'observait. Une gêne me gagna, et ce lieu qui semblait fascinant quelques minutes plus tôt devint sombre et inquiétant. Je décidai de retourner à la voiture. Mais arrivé devant, Noah n'était pas là. Je tentai de l'appeler plusieurs fois, sans aucune réponse. Je supposais qu'il était resté à l'intérieur de l'église, mais je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas suivi. De retour dans le bâtiment, je fus pris de nausées et d'une sensation de malaise intense, comme si je devais m'allonger plutôt que chercher mon ami. J'explorais plusieurs pièces presque vides, comme si tout avait été pillé. Puis, j'entendis la sonnerie de son téléphone résonner dans les couloirs. Le son me mena vers un couloir sombre, encombré de toiles d'araignée. J'avançai difficilement, allumant mon briquet pour me frayer un passage. Au bout, une petite pièce sans lumière. Le téléphone reposait sur une étagère près d'une fenêtre rouillée. Au moment où je le pris en main, un son aigu et insupportable envahit mon oreille. Mon nez se mit à saigner, et sur le mur apparut un symbole lumineux, étrange et cryptique.
Avant que je puisse réagir, je perdis connaissance. Quand je repris conscience, j'étais étourdi. Du sang séché tachait encore mon visage. Je quittai l'église pour explorer la ville. Elle semblait presque identique, mais une atmosphère différente l'enveloppait. Noah avait disparu, comme s'il s'était évaporé. Tandis que j'avançais, j'aperçus au loin une silhouette ressemblant à la sienne. Chaque fois que j'approchais, l'homme s'éloignait. Je le suivis jusqu'à une ruelle sombre. Cela me conduisit devant un vieux dîner. À l'intérieur, la silhouette s'était assise sur un tabouret. J'avançai, mais une étrange torpeur me saisit. Je tentai de lui adresser la parole, sans obtenir de réponse. Je me forçai à le saisir par l'épaule, et découvris avec horreur que son visage n'avait pas de bouche. Une nouvelle fois, ce son douloureux envahit ma tête, et je m'effondrai au sol. Je me réveillai encore, exactement au même endroit que précédemment. Cette fois, la ville était couverte de fumée, rendant la visibilité presque nulle. Une silhouette se tenait à la limite de mon champ de vision. Mes jambes refusaient d'avancer, comme si une force invisible m'empêchait d'aller plus loin. Je restai figé au milieu de la route. Alors, une voix féminine murmura à mon oreille. Elle me dit que cet endroit était désormais mon foyer, qu'il s'appelait Paradis. Elle ajouta quelques mots glaçants, « Bienvenue à Silent Hill ». Puis je m'écroulai une dernière fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. L'extension Wrath of the Lich King pour le jeu en ligne massivement multijoueur World of Warcraft venait de sortir, et personne ne s'en réjouissait plus que moi et mon frère cadet, Derek. J'avais 18 ans, j'étais en dernière année de lycée et prêt à affronter les défis que la vie allait m'apporter. Mon frère, qui n'avait qu'1 an de moins, était pourtant mon complet opposé. J'étais réservé, je n'avais pas beaucoup d'amis et je sortais rarement le week-end, même pendant les vacances. Derek, au contraire, était extraverti. Chaque vendredi, il faisait la fête avec ses amis, et en semaine, il allait régulièrement prendre un café avec eux. Il avait déjà eu 3 petites amies avant même que j'en connaisse une seule. Mais sur un point, nous étions en parfait accord, les jeux vidéo. Dès que nous eûmes chacun une copie de l'extension, nous l'installâmes et nous mîmes à jouer comme si le monde extérieur n'existait plus. 3 mois plus tard, j'avais déjà décroché près de 80% des succès en jeu. Mon frère, à force de soirées et de sorties, avait pris du retard. Après avoir vaincu le boss final, le roi Lich, je commençais à trouver que le jeu n'avait plus grand-chose à m'offrir. Peu à peu, j'arrêtai complètement. Derek, lui, continua, ayant encore beaucoup à accomplir. Je lui avais même donné mon compte pour qu'il puisse avancer plus facilement. Les semaines passèrent et je remarquai que mon frère ne sortait plus aussi souvent. Quand je l'interrogeai à ce sujet, il me répondit simplement qu'il aimait jouer, et qu'il avait commencé à passer du temps avec quelqu'un de ma liste d'amis en ligne, un certain Bloodgore 84. Je restai interdit. Je lui demandai de répéter, pensant avoir mal entendu. Mais il insista sur ce nom. Je trouvais cela étrange, car ma liste d'amis ne contenait que Derek et quelques camarades que je connaissais dans la vraie vie, et aucun ne portait ce pseudonyme. Je le lui expliquai, il haussa les épaules et m'invita à venir voir par moi-même. Effectivement, le nom figurait bien sur ma liste. Derek ajouta que cette personne lui avait dit être une fille d'une ville voisine, qu'elle jouait une elfe de sang paladin, et qu'elle s'appelait Lucie. Quand je lui demandai ce que signifiait le 84, il supposa que c'était son année de naissance. Elle n'avait pas donné son nom complet, seulement Lucie. Elle confirmait ne pas me connaître personnellement, seulement par le jeu. J'en déduisis que je l'avais peut-être ajouté après un raid commun. Peu après, elle révéla son nom entier, Lucille Ferdinand, et donna même son numéro de téléphone pour garder contact hors du jeu. Les semaines suivantes, Derek se transforma en véritable loque. Sa peau devint plus pâle qu'un bloc de fromage moisi. Il ne sortait plus, négligeait ses cours, et passait son temps à parler avec elle, en jeu ou au téléphone. Il répétait qu'elle était très persuasive, qu'elle connaissait des choses étranges, sur le suicide ou la vie après la mort. Cela agaçait mes parents autant que moi. Ils me demandèrent d'aller lui parler.
Je montai dans sa chambre. Son visage était collé à l'écran. Après l'avoir interpellé plusieurs fois, il finit par répondre. Je lui rapportai que nos parents s'inquiétaient pour lui. Il balaya cela d'un revers de main, comme une gêne insignifiante, et continua de jouer. Je perdis patience et lui criai dessus, demandant s'il comptait vraiment laisser sa vie se ruiner à cause d'un jeu et d'une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Il avoua alors que le jeu lui importait peu, mais que ses conversations avec Lucie l'attiraient. Il affirmait qu'elle était intelligente, profonde, et qu'elle connaissait beaucoup de choses sur la religion et sur la mort. Elle avait complètement changé sa vision du monde et de notre foi. Je remarquai alors que le crucifix qui pendait autrefois à son mur gisait désormais dans la poubelle. Ce fut à cet instant que je me demandai qui pouvait bien être cette fille. Je sortis de sa chambre, le visage livide, fixant le sol. Des questions sans fin m'assaillirent avant de m'endormir. Qu'était-il arrivé à mon frère? Avait-il perdu la raison? Si cette fille était si brillante, pourquoi portait-elle le nom de Bloodgore 84? Pourquoi se laissait-il briser par ses discours? Le lendemain, en rentrant du lycée après le dîner, je remarquai l'absence de mes parents. Derek descendit et m'informa qu'ils étaient partis chez mon oncle pour une soirée poker. Il ajouta qu'il avait besoin d'un service, il voulait que je quitte la maison, car Lucie devait venir jouer à WoW avec lui. Ce serait l'occasion de lui proposer de sortir ensemble. Je acceptai à contre-cœur, voyant combien il semblait attaché à elle. Je lui fis remarquer qu'étant née en 84, elle devait être bien plus âgée que lui. Il réfléchit un instant, puis répondit qu'il avait 17 ans et savait prendre soin de lui-même. Je lui donnai mon approbation et partis boire un verre avec mon petit groupe d'amis au pub du coin. Je lui lançai un sourire avant de franchir la porte, lui souhaitant de prendre soin de lui. Il était environ 4 heures du matin lorsque nous décidâmes de rentrer chacun chez soi. En approchant de ma maison, je vis des gyrophares. C'était bien la police. Je sortis précipitamment de la voiture et découvris ma tante tenant ma mère en pleurs. Quand je demandai ce qui s'était passé, ma tante expliqua que mes parents, à leur retour, n'avaient trouvé aucune trace de Derek, et que la maison avait été mise à sac. Mon père et mon oncle étaient déjà repartis en voiture pour le chercher. Les larmes aux yeux, je courus dans la maison. Des policiers prenaient des notes, photographiaient chaque détail. Les murs étaient tachés de marques noires, les chaises renversées et brisées, la télévision à écran plat face contre terre. J'entendis un policier appeler son supérieur pour lui montrer quelque chose. Dans la poubelle de la cuisine se trouvait un tas de crucifix ramassés dans toute la maison. Je m'écriai que c'était elle, Bloodgore 84, en proie à une rage désespérée. Les policiers me regardèrent comme si j'étais un drogué délirant. Je me précipitai dans la chambre de mon frère, allumai son ordinateur et me connectai à mon compte WoW. Ce que je vis fit disparaître toute chaleur de mon corps. Mon visage devint plus blanc que la neige. Un seul utilisateur était en ligne sur ma liste d'amis, Bloodgore 85. Je lui envoyai un message de menace, puis une dizaine d'autres. Je n'eus jamais de réponse. J'ai toujours porté la culpabilité de ce qui est arrivé, parce qu'elle était apparue sur ma liste d'amis. Une question continue de me hanter, étais-je sa cible d'origine? Et si oui, pourquoi? Aujourd'hui encore, le chiffre dans ce pseudonyme continue de monter. Je pense que je devrais donner une sorte d'introduction. Je m'appelle Logan, j'ai 18 ans et je viens de commencer l'université. C'est un community college situé dans la ville voisine de celle où j'ai grandi. Pour économiser de l'argent, j'ai décidé de continuer à vivre chez ma mère. Comme elle travaille beaucoup, je me retrouve la plupart du temps seul. J'ai un petit boulot à temps partiel sur le campus, où je construis des décors pour la scène. Je devrais être heureux, mais je ne le suis pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste cette sensation étrange au fond de moi, comme si quelque chose n'allait pas. Et je crois savoir quand ça a commencé, mais il faut d'abord un peu de contexte. Quand j'étais enfant, j'adorais les dinosaures. En réalité, j'ai encore aujourd'hui une certaine fascination pour eux. Je les trouvais grands, puissants et impressionnants. Je collectionnais tout ce qui les concernait,
des jouets, des livres, des films, tout ce que je pouvais trouver. Alors, quand j'ai eu accès à l'ancien ordinateur de mes grands-parents, j'ai commencé à accumuler des jeux vidéo. La plupart étaient des jeux éducatifs au style cartoon, mais ils restaient amusants. L'un d'eux, cependant, était différent, et je m'en souviens encore très bien aujourd'hui. C'était un jeu de chasse sur PC, où l'on se promenait pour tirer sur les dinosaures que l'on croisait. Enfant, j'avais peur d'être dévoré par les espèces les plus agressives, alors je ne chassais que les herbivores. Le jeu proposait aussi un mode observation, dans lequel on pouvait explorer la carte et les prédateurs ignoraient notre présence. Je passais beaucoup de temps à errer ainsi, quand je m'ennuyais. C'est comme ça que j'ai découvert que les développeurs avaient ajouté de petits lieux secrets, accompagnés d'histoires. Le plus fascinant était un temple situé dans une zone justement appelée « Ancien Temple ». J'aimais m'y cacher quand j'osais affronter un T-Rex, car il ne pouvait pas grimper les surfaces abruptes. Le temple, entouré de hautes murailles et de coulées de lave, était un bon refuge. Un jour, en chassant dans cette zone, j'ai entendu une voix étrange. Elle m'a effrayé au départ, puis j'ai compris qu'elle faisait partie du jeu. D'après la légende intégrée au scénario, ce temple aurait servi à une ancienne civilisation qui vénérait une sorte de dieu vélociraptor. Cette idée m'a captivé. Je me suis demandé s'il existait un moyen secret d'invoquer cette créature pour la chasser. J'ai essayé toutes les astuces que je pouvais imaginer, allant jusqu'à utiliser l'appel du raptor au cœur du temple. Rien ne fonctionnait, mais j'étais obsédé par cet endroit. Habitué à des jeux plus complexes, je pensais qu'il devait forcément y avoir une raison cachée derrière un tel décor. Finalement, déçu, j'ai continué ma vie et j'ai fini par oublier ce jeu. Je savais qu'il existait 3 autres épisodes de la série, mais je n'y avais jamais joué. Du moins, jusqu'à récemment. En me souvenant de ce jeu, j'ai consulté un wiki à son sujet. J'aimais les anecdotes et j'ai pratiquement tout lu. À ma surprise, j'ai découvert que le jeu avait été réédité sur mobile et sur le PSN. Après quelques recherches, j'ai compris qu'il s'agissait du 2e et du 3e opus, ceux que je voulais découvrir depuis longtemps. Naturellement, je les ai achetés et téléchargés. J'ai un peu regretté que seules les versions iOS aient eu droit à de nouvelles mises à jour avec des dinosaures supplémentaires, mais j'étais quand même heureux de retrouver un morceau de mon enfance. Au début, tout paraissait normal. En fait, il a fallu attendre plusieurs semaines avant que les choses étranges commencent. Je chassais dans la zone de Fort Siskin. J'avais déjà débloqué le fusil laser et je décimais des îles entières. En quittant la zone de Stonehenge, j'ai aperçu, l'espace d'un instant, une silhouette sombre sur l'écran. Elle semblait bipède et à peu près de taille humaine. J'ai d'abord cru à un bug, puisque la version PSP avait tendance à l'être. Mais ensuite, j'ai entendu une voix. C'était la même que celle du temple dans le premier jeu. Pourtant, il s'agissait ici du portage du 2e volet, elle n'avait rien à y faire. J'ai pensé que le second jeu avait peut-être été construit sur les données du premier et que cet élément avait été laissé par erreur, ou alors ajouté comme une sorte de clin d'œil. Je n'y ai pas prêté grande attention jusqu'à ce que je l'entende de nouveau. En cherchant dans le jeu, j'ai revu la silhouette. Ce n'était plus un bug, c'était trop manifeste. La 3e fois, j'ai compris que la silhouette semblait m'attirer quelque part. Je l'ai suivi jusqu'à Fort Siskin. L'écran s'est assombri et une cinématique a commencé. Ce n'était pas normal, car cette série ne comportait pas de scène cinématique, et je connaissais déjà ce lieu. La séquence montrait plusieurs personnes armées rassemblées devant la porte close du fort. Quelque chose frappait de l'autre côté. Un rugissement de T-Rex retentit, puis sa tête traversa le mur, terrorisant les hommes qui ouvrirent le feu. Le dinosaure recula pour mieux défoncer la porte, qui s'ouvrit sous la violence de l'impact. En pénétrant dans le fort, il provoqua la panique. Les soldats fuyaient en criant, mais il n'y avait aucune issue. Le T-Rex écrasait des gens sous ses pas, en dévorait d'autres. La violence n'était pas extrême, à peine plus marquée que dans des jeux modernes, où le sang est souvent plus réaliste. Ici, tout paraissait un peu pixelisé et presque ridicule. Pourtant, j'étais abasourdi de voir une cinématique exister dans ce jeu.
La caméra se tourna vers la porte désormais ouverte. La silhouette était là, se détachant dans l'obscurité grâce à une lueur blanche. La voix du temple résonna de nouveau, et soudain mon personnage fut tué, dévoré par un raptor. Cette fois, l'écran alentour était entièrement noir et, au lieu du message habituel demandant si je voulais recommencer, une boîte de dialogue affichait simplement « Continuer la chasse » sans aucune option. J'ai appuyé sur toutes les touches de ma manette, mais rien ne se produisait. L'animation du raptor dévorant le chasseur tournait en boucle. Je réalisais avec effroi que je n'étais pas censé chasser les raptors et que, dans la version PSP, ces dinosaures ne pouvaient pas apparaître sans être ciblés. Après un moment, l'écran devint noir et le jeu revint au menu principal. J'ai tenté de rejouer à Force Isquin pour déclencher la cinématique à nouveau, mais sans succès. Fatigué, j'ai éteint la console et je suis allé me coucher. Alors que je sombrais dans le sommeil, j'ai cru entendre la voix du temple une fois de plus. Peut-être l'avais-je imaginé. Je souffre parfois de paranoïa nocturne, je m'effraie facilement. Le lendemain matin, je me sentais mal. J'étais fatigué, nerveux. Je me suis dit que ma propre peur me jouait des tours. J'ai donc décidé de noter tous ces événements, pensant qu'extérioriser les choses m'aiderait à aller mieux. Mais en regardant maintenant ce que j'ai écrit, je me sens encore plus mal. Je n'aurais jamais pensé publier quelque chose de ce genre, et pourtant voilà. Peut-être que je deviens fou, mais peut-être aussi que quelqu'un d'autre parviendra à comprendre ce que moi je n'arrive pas à expliquer. J'écrirai de nouveau si quelque chose change. Alex Harris avait été un joueur passionné depuis son enfance. Il passait des heures entières à jouer et à analyser une grande variété de jeux, et avec le temps, il développa un intérêt particulier pour le test de jeux et la rédaction de retours à l'attention des développeurs. En grandissant, il comprit que sa passion pouvait devenir une carrière. Ainsi, une fois son diplôme de fin d'études secondaires en poche, il postula à tous les emplois liés aux jeux vidéo qu'il trouvait. Après plusieurs entretiens et quelques refus, Alex décrocha enfin, à l'automne 2010, un poste de testeur dans un nouvel espace de développement vidéoludique qui venait d'ouvrir près de chez lui, en Ontario, au Canada. Il était aux anges. Dès son premier jour, il fut accueilli chaleureusement par les responsables, qui lui firent visiter les locaux, lui expliquèrent les règles et lui présentèrent les collègues déjà en place. Après avoir pris le temps de discuter avec eux, on lui confia sa toute première mission. Sa tâche consistait à tester un jeu en cours de développement intitulé China Palace, conçu par une petite entreprise peu connue appelée Golden Lion Game. Ce titre se présentait comme un jeu d'aventure et de réflexion, dans lequel le joueur devait trouver des objets importants et résoudre des énigmes pour s'échapper d'un immense restaurant chinois dans lequel il avait été accidentellement enfermé la nuit, le tout avant la fin d'un compte à rebours. Intrigué, Alex s'installa dans une salle calme et se mit immédiatement au travail. Dès qu'il lança le jeu, téléchargé grâce à un lien reçu par courriel, il fut happé par son style rétro rappelant le début des années 2000. Mais il remarqua rapidement que des problèmes techniques empêchaient certains objets et textures 3D de s'afficher correctement, ce qui donnait au jeu un aspect vieillot et maladroit. Certains éléments le surprirent aussi par leur étrangeté. Il n'y avait pas de menu principal, et l'atmosphère du restaurant virtuel paraissait plus sombre que prévu, avec un éclairage tamisé et une cloche lente, semblable à un gong chinois, qui résonnait en boucle. Un compte à rebours de 20 minutes s'affichait en haut à gauche de l'écran. Le décor était ponctué de statues et de lanternes d'inspiration chinoise, semblant anciennes et chargées d'histoire. Malgré ces bizarreries, Alex poursuivit son test avec enthousiasme. Il savait que la plupart des bugs seraient corrigés au fil du développement. En progressant, il remarqua des éléments supplémentaires qui attirèrent son attention. De petits personnages de chèvres, au style cartoonesque, se mirent à le suivre lentement, affichant une expression neutre mais un peu sévère. Alex trouva cela plutôt amusant au départ, pensant qu'il s'agissait d'une touche originale destinée à renforcer l'ambiance. Pourtant, au fur et à mesure que leur comportement persistant se confirmait, un léger malaise s'installa en lui. Leur visage figé, représenté en 2D, semblait receler quelque chose de plus sinistre. Plus tard,
Alex découvrit que ces chèvres n'étaient pas des créations originales, mais provenaient d'un dessin animé populaire en Chine depuis de nombreuses années. Cette révélation éveilla sa curiosité sur les méthodes employées par les développeurs, qui semblaient avoir pris des raccourcis. Néanmoins, il poursuivit, partagé entre amusement, doute et curiosité. Habitué à certains jeux d'horreur, Alex n'était pas étranger aux atmosphères oppressantes. China Palace, sans recourir au sang ni à la violence graphique, réussissait pourtant à le mettre mal à l'aise grâce à son mélange de textures imparfaites, de sons étranges et d'une esthétique rétro. Il décida malgré tout d'explorer le jeu à fond. Il chercha les objets nécessaires, résolut des énigmes parfois complexes, fouilla cuisine, placard, passages secrets et sous-sol, tandis que le gong sinistre continuait de résonner. Mais le temps finit par s'écouler. Lorsque le compte à rebours arriva à 0, le gong cessa et Alex comprit qu'un mécanisme particulier allait se déclencher. Au lieu d'un simple écran de défaite, un vacarme assourdissant envahit la pièce, cloches stridentes et cris distordus, rappelant un mélange de hurlements humains et de bêlements de chèvres. Alex sursauta, pris de court par cette brutalité sonore. Dans le jeu, les chèvres avaient changé d'apparence. Leur expression neutre avait laissé place à une grimace menaçante, leurs dents serrées accentuées par des détails réalistes qui tranchaient avec leur aspect cartoonesque. Leur démarche s'accéléra et elles commencèrent à poursuivre le joueur dans le restaurant. Alex, pris entre inquiétude et confusion, tenta de continuer à jouer pour trouver une issue, tandis que les cris déchirants et les cloches résonnaient dans ses oreilles comme une vision infernale. Finalement, les chèvres l'attrapèrent. Le jeu se figea quelques secondes avant que l'écran ne devienne noir, laissant place à un silence glaçant. Alex, pétrifié, resta assis devant l'ordinateur. Puis un écran de défaite apparut, montrant une photo en noir et blanc d'un bâtiment ayant subi un incendie, sur laquelle se superposait le visage en colère des chèvres, accompagné des mots Game Over. Le jeu se ferma automatiquement, ramenant l'ordinateur à son bureau. Alex, encore sous le choc, se posa 1000 questions. Que se passait-il si l'on parvenait à s'échapper du restaurant? Quel public était visé par ce jeu? Les développeurs avaient-ils réellement voulu créer une atmosphère aussi sinistre? Certaines de ces images étaient-elles inspirées d'événements réels? Un collègue nommé James, ayant entendu les bruits étouffés provenant de la pièce, entra et trouva Alex visiblement troublé. Inquiet, il l'accompagna jusqu'au bureau des responsables. L'un des managers, remarquant l'air préoccupé d'Alex, l'invita à s'asseoir et à expliquer ce qu'il venait de vivre. Le responsable, peu alarmé, suggéra qu'il prenne une courte pause. Alex resta un moment dans le bureau, une tasse de café à la main, pendant que James essayait de le rassurer, affirmant que les développeurs corrigeraient bientôt ces bizarreries. Au fil des jours, d'autres employés testèrent China Palace et éprouvèrent des impressions similaires. Certains voyaient un potentiel intéressant dans cette atmosphère étrange, d'autres estimaient que les sons et certains problèmes techniques devaient absolument être corrigés. Le manager tenta de contacter Golden Lion Game via l'adresse courriel d'origine, mais ne reçut jamais de réponse. Il entreprit quelques recherches et découvrit seulement un petit site listant des projets inachevés, dont China Palace. Le mystère resta entier. Le jeu ne fut jamais terminé ni publié. L'adresse de téléchargement finit par être supprimée, condamnant China Palace à devenir une curiosité oubliée, une œuvre perdue. Des années plus tard, Alex poursuivait sa carrière de testeur et participait même à la conception de nouveaux titres. Il s'était fait des amis solides, dont James, devenu l'un de ses plus proches compagnons. Malgré sa vie professionnelle épanouie, le souvenir de China Palace le hantait encore. Les images des chèvres au visage déformé et l'écran final lugubre revenaient régulièrement à son esprit. Parfois, il rêvait d'un restaurant plongé dans la pénombre, de silhouettes de chèvres au regard sévère, et de sons de cloches et de cris résonnant dans le lointain. Allongé dans son lit après de tels rêves, il se répétait que ce n'était rien d'autre que des songes. Pourtant, il gardait la sensation persistante que quelque chose n'allait pas dans ce jeu, quelque chose qui dépassait les simples bugs ou les choix artistiques maladroits, et il savait que cette impression l'accompagnerait longtemps. J'ai toujours attendu que quelque chose d'étrange, de paranormal, m'arrive. Je n'y croyais pas vraiment,
cela me semblait tiré par les cheveux, mais je voulais y croire. Mes amis et moi étions passionnés d'horreur, même après ce qui nous était arrivé 8 ans plus tôt. Nous avions 14 ans, adorions regarder des films effrayants et jouer à des jeux vidéo du même genre. Angela, l'une de mes amies, avait un jeu préféré, Fatal Frame. Elle y avait déjà joué, mais c'était une copie louée, et elle n'avait pas pu nous le montrer. Nous étions allés ensemble au Blockbuster, espérant le trouver. Il n'y était pas, mais nous étions tombés sur Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. Angela et moi avions été immédiatement attirés par sa jaquette magnifique et inquiétante, 2 jumelles aux cheveux noirs, reliées par une corde rouge nouée à leur kimono, entourées de papillons écarlates et de lueurs de bougies. Nous l'avions loué, impatientes de l'essayer. Je logeais chez Angela, car mes parents étaient partis en vacances en France pour 4 semaines. Nous avions invité Sarah à dormir. Elle aussi voulait voir le jeu, même si elle n'était pas aussi courageuse que nous. C'était une nuit d'été, tardive, et nous nous moquions bien de l'heure à laquelle nous allions nous coucher. Pendant que j'insérais le disque dans la PlayStation 2 d'Angela, celle-ci parcourait le dos de la boîte et éclata de rire. Elle venait de lire un avertissement disant de ne pas jouer seule. Nous avions trouvé cela amusant. Sarah s'était installée sur le lit, tandis qu'Angela et moi étions assises par terre, juste devant la télévision. Nous jouions toute la nuit, jusqu'à ce que nous soyons tellement perdus dans le jeu que nous dûmes consulter une solution. Nous étions arrivés devant le fantôme appelé Kusabi, invoqué par Esau, l'une des jumelles spectrales. Impossible de le vaincre, il ne subissait aucun dégât et nous tuait en un seul coup. Nous avions dû reprendre depuis le dernier point de sauvegarde, devant la porte de sa salle. Mais la console d'Angela était vieille et capricieuse, et cette fois le jeu avait gelé sur l'écran noir de chargement. Nous avions attendu, puis renoncé. Pendant une demi-heure, nous bavardions de tout et de rien. À un moment, Angela voulut se lever chercher un encas. Elle appuya ses mains sur le bord du lit pour se redresser, effectua une sorte de mouvement maladroit qui fit rire Sarah et moi, et nous lui demandâmes de recommencer. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le faire, son visage se figea d'effroi. Elle croyait avoir vu un visage apparaître sur l'écran noir. Nous avions d'abord pensé qu'elle plaisantait. Pourtant, quelques secondes plus tard, une silhouette blanchâtre et cadavérique se dessina sur la télévision. C'était le visage d'une femme au teint livide, aux yeux vides et aux cheveux noirs épars. L'apparition fut si effroyable que nous hurlâmes toutes les 3 et sortîmes précipitamment de la chambre, claquant la porte derrière nous. Recroquevillés sur le canapé du salon, nous étions pétrifiés. Était-ce un vrai fantôme, ou bien le jeu qui avait redémarré en affichant une sorte d'écran secret? Nous n'arrivions pas à trancher. Angela finit par retourner vérifier. Elle annonça que le jeu s'était débloqué et affichait de nouveau les héroïnes près du point de sauvegarde. Nous étions revenus dans la chambre, mais décidâmes de changer de disque et de jouer aux Sims 2. Nous nous étions laissés distraire par des situations absurdes, jusqu'au moment où l'écran de sauvegarde s'était figé, puis mis à grésiller. À notre horreur, le même visage fantomatique apparut une nouvelle fois. Cette fois, ses yeux semblèrent se poser sur nous, et ses lèvres bougèrent comme si elle tentait de parler. Aucune voix n'en sortit. Angela avait éteint la télévision d'un geste brusque, et nous avions fui encore une fois vers le salon. Nous avions décidé d'y dormir, incapables de retourner dans la chambre. Au matin, la mère d'Angela s'était étonnée de notre comportement. Mais en nous réveillant, nous avions découvert que Sarah avait disparu. Pensant qu'elle était peut-être rentrée chez elle, nous étions allés frapper à sa porte. Sa mère, inquiète, nous apprit qu'elle croyait sa fille chez nous. La panique s'était installée. Nous avions fouillé toute la maison, en vain, puis alerté la police. Les recherches n'avaient rien donné. Angela et moi avions discuté de ce que nous avions vu. Devions-nous en parler aux enquêteurs? Personne ne nous croirait. Nous étions retournés au Blockbuster, espérant trouver un indice. Tous les exemplaires du jeu portaient le même avertissement. Nous avions alors commencé à soupçonner que la copie louée avait été maudite, et que la présence avait contaminé la console elle-même. En quête de réponse, nous avions parcouru les forums dédiés à Fatal Frame.
Personne n'avait jamais rien rapporté de semblable. Nous avions donc créé un sujet, racontant notre histoire. La plupart des réponses nous accusaient de mentir, sauf une, reçue une semaine plus tard, signée d'un mystérieux Anonomou. Cet internaute affirmait avoir vécu la même chose après avoir loué le jeu. Selon lui, la présence s'était propagée jusque dans sa carte mémoire, transformant toutes ses sauvegardes en cubes noirs. La seule solution qu'il avait trouvée avait été de détruire la carte à coups de marteau, après quoi les hurlements qui en étaient sortis l'avaient glacé d'effroi. Angela et moi avions vérifié sa théorie. Dans la mémoire de sa console, tous les fichiers avaient été remplacés par des cubes noirs tournoyants. Et, comme pour confirmer, le visage de la femme était réapparu, muet mais implacable. Nous avions suivi le conseil d'Anonomou et brisé la carte mémoire. Un cri avait jailli de l'objet au moment où il se disloquait. Parmi les fragments, nous avions remarqué une inscription gravée, le nom Anonomou, et, minuscule, le prénom Sarah. La certitude nous avait transpercés, la présence avait pris notre ami. Après cela, la réponse d'Anonomou avait disparu du forum, et le fil de discussion avait été verrouillé. Aucune recherche n'avait jamais permis de retrouver la moindre trace de ce pseudonyme. Nous n'avons jamais revu Sarah. Nous n'avons jamais su qui était la femme, pourquoi elle hantait ce jeu, ni ce qu'elle essayait de nous dire. Peut-être avait-elle vraiment existé dans ce village qui avait inspiré Fatal Frame. Peut-être n'avait-elle eu qu'une seule copie pour se manifester. Nous n'avons jamais trouvé la vérité. Les années ont passé. Angela a sombré dans la drogue et j'ai rompu tout contact. Quant à moi, je reste marqué par ces événements. Je n'ai plus jamais loué de jeu. Et même aujourd'hui, je veux prévenir ceux qui liront ces lignes, méfiez-vous de ce que vous louez, en particulier de Fatal Frame 2. Je n'ai plus jamais croisé de fantômes, mais je ne peux plus dire que je n'y crois pas. Désormais, je jette toujours un coup d'œil derrière mon épaule. Le jeu vidéo est né dans les salles d'arcade des années 1970 et 1980. Ce n'est qu'au moment où la technologie des ordinateurs domestiques et des consoles a pu égaler puis dépasser les performances de ces bornes en bois que ces lieux, autrefois prisés des adolescents et des étudiants, ont commencé à disparaître. Comme les lecteurs le savent grâce à la série que je poursuis à travers les routes américaines, en quête de jeux rares et des lieux anciens ou abandonnés qui les abritaient autrefois, j'accorde autant d'importance à une bonne histoire qu'à un bon titre. Et si je n'ai pas encore trouvé mon Graal, cette salle d'arcade vidée de ses machines mais qui en conserverait une, fonctionnelle et seule au milieu du vide, j'ai récemment eu la chance de découvrir quelque chose qui s'en rapproche. Je préviens cependant, certains aspects de ce récit paraîtront incroyables, voire effrayants. Si j'inventais tout cela, je publierais ce texte un 1er avril ou un soir d'Halloween. Jamais encore je n'avais plongé si profondément dans un sujet, ni écrit avec des doigts tremblants en relatant une expérience. Les joueurs d'arcade, nous qui faisons partie d'une espèce en voie de disparition, avons toujours essayé d'étirer la valeur d'une pièce et d'atteindre le niveau suivant. Les passionnés de Game Hobby, voici ce prochain niveau. Tout a commencé lorsque je suis revenu dans l'Oregon occidental, près de Salem, pour un projet en cours. J'explorais de petites villes qui, autrefois, avaient eu une salle d'arcade sur ou à proximité de leur rue principale. Mon objectif était de retrouver les adultes qui les avaient fréquentées, ou mieux encore, de retrouver les propriétaires s'ils étaient encore en vie. La nostalgie qui m'envahit lorsque je parviens à reconstituer les soirées du samedi d'antan est inépuisable. J'aime peindre le tableau de ces adolescents aux cheveux laqués, vêtus de dénime, s'arrachant aux machines sous les lumières au néon, et garder en mémoire qu'un tel monde a réellement existé. J'ai l'impression de pouvoir préserver un fragment de temps qui ne reviendra jamais. Je ne poursuis pas d'autre but que celui de collecter des histoires, des impressions ou des souvenirs du moment où un adulte d'aujourd'hui, pris dans la routine, a joué pour la première fois à un jeu désormais oublié. Parfois, je tombe sur quelque chose d'unique, où j'apprends l'existence d'un titre rare, issu de compagnies disparues depuis longtemps, ou condamné à n'avoir jamais été sauvegardé, abandonné à la pourriture au fond d'une décharge. Lors de mes entretiens, la troisième question varie selon l'ambiance, mais elle revient toujours à peu près au même. Je demande quel jeu a marqué le plus la mémoire. Peu importe que la personne ait joué ou seulement regardé les autres,
trop impressionné ou trop intimidé pour se lancer. Je veux savoir quelle borne a laissé une trace indélébile. C'est ainsi que Jeff me parle d'un jeu perdu. C'est un homme dans la quarantaine, passionné depuis les débuts des arcades. Nous déjeunons dans un petit restaurant de style rétro, inspiré des dîners des années 1950. Il réfléchit longuement, et je remarque dans son regard qu'il ne s'agit pas de choisir, mais de trouver le courage d'évoquer quelque chose. Moi, les jeux m'émeuvent rarement, mais l'un d'eux avait visiblement bouleversé Jeff. Il me révèle que le jeu s'appelait Daunting Depth. Sa voix est faible, presque gênée. Il ajoute qu'il espère qu'aucune borne de ce jeu ne fonctionne encore. Intrigué, je lui demande pourquoi. Il me décrit un titre sorti vers 1994 ou 1995, utilisant des graphismes en 3D rudimentaires. L'action se déroulait au fond de l'océan, dans une obscurité presque totale, seulement ponctuée de rares particules lumineuses semblables à de la neige marine. Le joueur avançait dans cet abîme, parfois croisant le sol sablonneux, une falaise, ou quelques créatures abyssales. Mais il n'y avait pas d'ennemis visibles. Alors, je m'interroge, qu'est-ce qui pouvait tuer le joueur? Jeff explique qu'une présence invisible le poursuivait. Si l'on se trompait trop souvent de chemin ou que le temps s'écoulait, elle vous attrapait d'un coup sec et la partie s'arrêtait. Pas de possibilité de continuer, pas d'écran de score. Pourtant, malgré sa pauvreté apparente, le jeu attirait les joueurs. Il était devenu un rite de passage pour les adolescents du coin, un sujet de rumeurs et de défis. Ce qui le rendait spécial, selon Jeff, c'était son atmosphère viscérale. On ne parlait pas de jouer à un jeu, mais de vivre une expérience. Certains parlaient d'hallucinations, de sons organiques qui ne semblaient pas issus d'un simple circuit électronique. Jeff me demanda si je connaissais l'infrason, ces basses fréquences capables de provoquer nausées et visions. Selon lui, le jeu utilisait un effet similaire, rendant chaque session angoissante et addictive. Je ne savais pas quoi penser. Soit Jeff exagérait, soit j'étais face à quelque chose de réellement hors du commun. Il finit par me donner le contact d'un autre passionné, Trevor, qui possédait la carte mère du jeu récupérée dans une borne défectueuse. Trevor me confirma qu'une petite compagnie nommée Andan, installée à Salem, en avait été l'auteur. Leur seul titre connu. Il en existerait à peine une douzaine de bornes, disséminées dans de petites villes. Il me montra le circuit, très inhabituel, bien plus complexe que les standards de l'époque. Je finis par acheter la carte et, après des heures de travail, je réussis à extraire les fichiers et à lancer le jeu sur émulateur. J'y jouai, mais fus déçu. Sans le matériel d'origine, il ne restait qu'un labyrinthe oppressant en 3D, interminable, où une créature invisible finissait toujours par vous rattraper. Pourtant, au terme d'un effort acharné, je parvins à atteindre la fin. L'écran félicita le joueur survivant et révéla qu'un prix de $1000 avait jadis été promis au vainqueur, à réclamer auprès d'une adresse à Salem. Par curiosité, je me rendis à cette adresse, aujourd'hui occupée par un magasin UPS. Contre toute attente, le propriétaire confirma qu'Andan avait bien opéré ici, et qu'il gardait encore dans son coffre le reliquat destiné aux gagnants. À ma stupéfaction, je pus réclamer ma récompense en donnant le code que le jeu m'avait affiché. Mais ma quête ne s'arrêta pas là. Je finis par rencontrer Steven, un collectionneur excentrique possédant une borne complète de Daunting Depth. La machine, en mauvais état, contenait un étrange réservoir de fluide de maintenance, censé être remplacé chaque semaine. Lorsque nous ouvrîmes le réservoir, nous découvrîmes un liquide noirâtre, nauséabond, semblable à de la matière organique en décomposition. Plus tard, grâce à une mystérieuse source, je fus conduit dans un ancien aquarium abandonné, autrefois propriété du fondateur d'Andan, Victor Caldwell. Là, je trouvai une borne encore en état de marche. En y jouant, je ressentis réellement la terreur que Jeff et Trevor avaient décrite. Sons, vibrations, hallucinations, tout concourait à une peur viscérale et incontrôlable. Mais ce n'était pas seulement une illusion, en démontant l'appareil, je découvris qu'un énorme réservoir contenait un être vivant. Des tentacules s'en échappèrent, et je compris avec effroi qu'un véritable animal marin, monstrueux et inconnu, avait été utilisé comme cœur du jeu.
La créature s'échappa finalement par les canalisations, me laissant brisé, traumatisé, mais vivant. Aujourd'hui, en repensant à cette histoire, je n'en tire pas de morale. Je suis seulement soulagé d'avoir survécu. Et si quelqu'un veut chercher Daunting Depth par lui-même, libre à lui. Mais qu'il n'espère pas vivre l'expérience complète. Avec un peu de chance, il ne reste désormais que du bois, des circuits imprimés et de mauvais souvenirs. Je me demande parfois si l'animal m'a épargné volontairement. Peut-être m'a-t-il reconnu comme son libérateur. Peut-être aurait-il même pu être un allié. Mais je n'ai aucune intention de partir à sa recherche. Bonjour à tous ceux qui liront ceci, surtout mon thérapeute je suppose. J'étais autrefois un développeur de jeux et de modes, je travaillais beaucoup sur des modes basés sur le moteur source. En clair, je créais du contenu pour des jeux comme Half-Life 2 et Counter-Strike, Global Offensive. Apparemment, j'ai besoin d'écrire tout cela. Il s'est passé énormément de choses et ce n'est que maintenant que j'ai réussi à reprendre le dessus. Ce que je vais raconter, c'est ce que j'ai vécu en essayant de travailler sur mon ancien projet. Je peux expliquer certains éléments, mais pas tout. Je dois préciser que même si je suis suivi, j'ai encore beaucoup de mal avec la paranoïa, alors je m'excuse d'avance si certains passages de mon récit semblent nerveux ou confus. Pour commencer depuis le début, je travaillais sur une petite campagne pour un mode appelé Underel. Quand mon esprit allait mieux, je me souviens que ce jeu m'avait semblé incroyablement bon. Mon idée était de créer une ville lentement corrompue et hantée, pendant que ses habitants tentaient de comprendre ce qui leur arrivait. Le projet avançait bien, la ville était créée, le doublage terminé, et je m'amusais avec des éléments effrayants. L'humour m'aide encore, pardonnez-moi. Je travaillais alors sur l'une des premières frayeurs destinées aux joueurs, mais je rencontrais des problèmes techniques. Le joueur devait commencer dans un couloir avec une moquette gris-bleu humide et sombre, des murs beige sales, et une atmosphère étouffante qui donnait l'impression que le passage se rétrécissait à mesure qu'on avançait. Au milieu du couloir, une porte s'ouvrait sur une pièce plongée dans l'obscurité où se trouvait une silhouette féminine. Seul le peu de lumière venant du couloir permettait de distinguer sa forme. Quand le joueur atteignait le bout, elle se mettait à marcher vers lui. En reculant, il découvrait avec horreur que le couloir derrière avait disparu. Le problème était que la porte pivotait de façon incohérente sur 360 degrés, traversant les murs et bloquant la créature qui ne pouvait pas sortir. J'ai essayé de corriger le bug en limitant son mouvement à 90 degrés dans une seule direction. En pensant avoir réglé le problème, j'ai lancé la carte pour tester, mais dès le début quelque chose avait changé. Le sol était en béton nu, les murs recouverts de papier peint déchiré et de plâtre griffé. J'ai fermé aussitôt, pensant que l'éditeur avait corrompu la carte, mais en vérifiant, tout semblait normal. J'étais troublé, alors j'ai pris une pause avant de relancer. Et à nouveau, les textures étaient les mêmes qu'avant, délabrées et inquiétantes. Je me suis dit que je devais continuer malgré tout. En avançant dans le couloir, le bruit sec des pas résonnait fort sur le béton. Je sentais déjà une tension monter, comme toujours devant mes propres créations. Quand la porte s'est lentement ouverte, la pièce était vide. À ce moment, j'ai entendu des pas nus, claquant violemment contre le sol, comme si la personne cherchait à faire le plus de bruit possible. Le son venait de nulle part. Terrorisé, j'ai baissé le volume, mais les pas devenaient toujours plus forts, jusqu'à atteindre le même niveau qu'auparavant malgré le son presque coupé. Puis tout s'est tu d'un coup, remplacé par une respiration rauque et irrégulière. Je n'ai pas tenu et j'ai quitté le jeu immédiatement, supprimant le niveau entier. Plus tard, j'ai eu le courage de recommencer, refaisant toute la carte depuis zéro. En configurant un objet dynamique pour utiliser son modèle, je n'ai pas trouvé le fichier. J'ai fouillé tous les dossiers, en vain. Puis, en revenant sur le bureau, j'ai vu le modèle, ses textures et même une image PNG d'elle posée là. La voir n'était pas terrifiant en soi, mais le souvenir de ma précédente expérience me glaça le sang. Je les ai replacés dans le répertoire et j'ai lancé un scan antivirus en continu. Un peu plus tard, mon antivirus a affiché une alerte massive. 14 fichiers étaient jugés dangereux,
dont certains simples chevaux de Troie, mais deux monts glacés, un nommé WinLogger The CCU et un autre appelé Femax. C'était le fichier de son modèle. Je l'ai supprimé aussitôt, j'ai désinstallé Steam et tous mes jeux, sauvegardé un projet minimaliste sans texture ni modèle, et restauré mon ordinateur à une date antérieure. Je me suis équipé de plusieurs antivirus, j'ai passé des heures à tout scanner. Même la clé USB contenant mes fichiers me semblait menaçante. Finalement, je l'ai détruite à coups de maillet dans ma cuisine. J'ai ressenti un immense soulagement, comme si j'avais détruit quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Mais un matin, mon ordinateur s'était allumé seul. Un dossier était ouvert, nommé PlayerGrew, contenant un seul fichier texte intitulé femax.txt. À l'intérieur, un seul mot était écrit, derrière. À cet instant, j'ai entendu des pas approcher. Une terreur absolue m'a paralysé, je me suis recroquevillé en me bouchant les oreilles, attendant l'inévitable. Une main m'a saisi l'épaule et un cri atroce a traversé mon corps. J'ai seulement compris ensuite que ce cri venait de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était mon voisin derrière moi. Mais mon esprit, brisé par la paranoïa, n'a pas supporté. Je l'ai frappé et je me suis enfui en courant, persuadé de la voir à chaque coin de rue, frôlant plusieurs accidents avant de m'effondrer. Je me suis réveillé à l'hôpital, terrorisé à l'idée qu'elle puisse apparaître ici. En voulant fuir, j'ai été rattrapé par la sécurité, puis plongé dans un état second. Je répétais sans cesse, ne rien voir, ne rien entendre, incapable de sentir ou de raisonner. Quand cet état s'est dissipé, je pouvais à nouveau penser, mais la paranoïa restait intacte. Les médecins m'ont soumis à des évaluations psychologiques. Mon thérapeute m'a dit que ce que j'avais vécu avait déclenché une forme de psychose. Selon lui, même en répondant, je répétais que je la voyais et l'entendais. Il me cita une phrase que j'aurais dite, qu'elle se trouvait toujours là où je ne voulais pas qu'elle soit, dans des endroits où elle n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui je vais mieux. Je ne la vois que rarement. Mais mes paralysies du sommeil sont devenues fréquentes. Elle apparaît souvent quand je me réveille, et je reste incapable de bouger. C'est effroyable, mais j'apprends à m'y faire. Je m'imagine alors que ma maison brûle, et ce scénario m'aide toujours à reprendre le contrôle de mon corps. Alors elle disparaît. Je ne sais pas comment tout cela a pu me détruire à ce point. Mon thérapeute m'a conseillé d'écrire pour m'aider. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, vers la mi-novembre 2011, Konami avait terminé le développement d'un titre appelé Escape from Marywood. Ce jeu était davantage une expérience de conception et de publicité qu'un véritable projet de type AA. Il ne bénéficia d'aucune campagne marketing, ne fut présenté à aucune presse, et sa sortie initiale se fit uniquement dans quelques régions à titre de test. En raison de son coût de développement très faible, l'expérience n'était pas particulièrement risquée au départ. Le jeu fut distribué sur Xbox 360 et PlayStation 3, sans version Wii pour des raisons qui allaient devenir évidentes. On le trouvait exclusivement dans quelques magasins GameStop disséminés dans le Massachusetts et le Maine, accompagné d'un code spécial à entrer sur le site de Konami afin d'envoyer directement ses impressions au service de marketing et de relations publiques. L'expérience fut un échec cuisant. Sur l'ensemble des retours reçus, environ 98% des joueurs qui l'avaient acheté et terminé s'exprimèrent avec une extrême négativité, parfois même avec une colère virulente. Pour limiter les dégâts, Konami retira le jeu des rayons, lança un rappel complet des copies et remboursa les clients au double du prix de vente. Les magasins et leurs employés reçurent d'importantes compensations pour garder le silence, et les archives furent expurgées de toute mention du titre. Quant aux développeurs, ils furent contraints au silence par des menaces de licenciement ou des pots de vin. Naturellement, toute tentative d'obtenir une réponse officielle de Konami se solde encore aujourd'hui par des dénégations et des renvois d'un service à un autre jusqu'à ce que l'interlocuteur abandonne. Je peux en parler parce que je n'ai jamais rendu ma copie lors du rappel. Je n'ai donc reçu ni argent ni menace, et je suis libre de raconter ce que je sais. Indépendamment de son contenu, la stratégie marketing de Escape from Marywood était fascinante par son absence totale de promotion.
Je n'avais jamais entendu parler du jeu avant de tomber sur une boîte étrange dans les rayons de mon GameStop local. Ce qui attira immédiatement mon attention fut la jaquette. Elle représentait un tableau noir griffonné d'une créature humanoïde, comme un bonhomme bâton articulé, mais dont un bras était hypertrophié et terminé par une griffe monstrueuse. Cette créature constituait le seul élément visuel de la boîte. Aucun titre, ni sur la couverture, ni sur la tranche. Pas même une étiquette de prix. Ma curiosité fut si forte que je me dirigeai aussitôt vers la caisse, payai mes $60 et rentrai précipitamment chez moi pour découvrir ce mystère. Le lancement du jeu commençait de manière classique, avec le logo de Konami et un menu reprenant le motif du tableau noir de la jaquette. Le jeu ne proposait que peu d'options, étant strictement solo, nouvelle partie, chargement et paramètres. En lançant une nouvelle partie, une courte mélodie inquiétante se faisait entendre, puis le joueur était immédiatement plongé dans l'action. Les graphismes étaient à la fois magnifiques, surréalistes et terrifiants, comme dessinés au crayon de cire. On errait dans une forêt de vert et de noir, sous un ciel nocturne peint en rouge. Et là, sans avertissement, la créature blanche de la jaquette surgissait en hurlant pour se jeter sur le joueur. La brutalité de cette introduction provoquait la mort immédiate de nombreux participants, car le moindre contact avec la créature entraînait une mise à mort féroce, renforcée par la perspective à la première personne. La consigne implicite était pourtant claire, il fallait tourner les talons et fuir. Le sprint du personnage, limité mais rapide, permettait de tenir une trentaine de secondes, jusqu'à ce qu'on atteigne un village composé de huttes grossières et de silhouettes de bâtons. Là, la créature cessait de poursuivre sa proie et repartait lentement dans les ténèbres. On entendait ses pas lourds s'éloigner tandis que le personnage s'effondrait d'épuisement et que l'écran virait au noir. Heureusement, le jeu sauvegardait automatiquement à ce moment. Quand l'image revenait, le jour s'était levé. Le ciel rouge était devenu bleu, un soleil enfantin souriait au-dessus du décor. Les habitants du village, de simples figures de bâton, expliquaient que la créature s'appelait Mary. Elle agissait comme une sorte de gardien, imposant un couvre-feu au village de la forêt et attaquant quiconque sortait la nuit ou tentait de s'échapper. À partir de là, le joueur disposait d'une certaine liberté. Il pouvait acheter une épée, voire un pistolet, et explorer les bois. La première sortie de jour hors du village était marquante. Mary apparaissait presque aussitôt. Mais sous le soleil, il ne faisait aucun mal. Il adressait aux joueurs des remarques joyeuses sur la beauté du soleil ou sur les animaux adorables, tout en émettant des sons incompréhensibles rappelant des gazouillis d'enfants. Parfois, il prodiguait des conseils naïfs, semblables à ceux qu'on donnerait à un enfant, comme de ne pas parler aux inconnus. Il était préférable de ne jamais l'attaquer, car il devenait instantanément hostile et se révélait invincible. Sa griffe géante infligeait une mort brutale, l'écran se déchirant comme du papier lacéré avant d'afficher une sinistre phrase mal orthographiée annonçant la mort du joueur. Tant que l'on respectait certaines limites, Mary restait inoffensif. Mais au fil du jeu, on apprenait qu'il ne pouvait être détruit que par lui-même. On riait même du joueur qui osait suggérer que cette créature puisse se donner la mort, car elle était décrite comme la chose la plus heureuse du monde. Le véritable objectif du jeu se dévoilait alors, forcer la chose la plus heureuse du monde à se suicider. Le joueur devait explorer les bois, détruire les hôtels de bonheur de Mary et anéantir les objets ou animaux qui lui plaisaient. À mesure que ces actes s'accumulaient, Mary perdait de sa joie. Ses dialogues devenaient de plus en plus tristes, jusqu'à exprimer des suppliques. Finalement, après avoir réuni les objets clés, un ours en peluche, une photographie fanée et un briquet, il fallait provoquer Mary. Au lieu d'être tué lors de la tentative d'évasion, une séquence interactive se déclenchait. Le joueur détruisait l'ours, brûlait la photo et humiliait Mary à travers des insultes. Au terme de cette longue séquence, il fallait lui offrir une arme. Mary s'en servait alors pour sauter la vie de manière atroce, qu'il s'agisse d'une épée, d'un pistolet, d'un fusil ou même d'un abandon volontaire au loup. Dès l'instant où il mourait, la musique s'interrompait et les graphismes se transformaient en réalisme cru. Le joueur, toujours en vue subjective, quittait calmement la forêt, traversait une route et montait dans un vieux camion cabossé. Le moteur se mettait en marche,
le véhicule s'éloignait, puis l'écran devenait noir sans aucun générique, ramenant aussitôt au menu principal. Qui pouvait bien faire une chose pareille à ces animaux? L'homme fronça le nez de dégoût tandis qu'il passait devant plusieurs tubes transparents. Chacun d'eux était rempli d'un liquide verdâtre. À l'intérieur, des animaux de différentes espèces étaient maintenus en vie, le corps transpercé de fils et de tuyaux. Rien que dans cette rangée, on comptait une vingtaine d'espèces. Ce qui le révoltait encore davantage était que les créatures respiraient toujours. Dans leur prison de verre, elles se tortillaient comme si elles imploraient la mort. L'homme en avait assez vu et quitta la pièce. L'existence d'un tel endroit l'écœurait. L'expérimentation sur les animaux était interdite depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait et il s'était toujours fait un devoir de faire respecter cette loi d'une poigne ferme. Dans son entreprise, personne n'aurait osé la défier. Il était convaincu qu'un groupe de hors-la-loi était à l'origine de cette ignominie, quelques misérables criminels persuadés de pouvoir commettre des meurtres en toute impunité. Il comptait bien leur régler leur compte. Le complexe était étrangement silencieux, malgré la présence d'animaux échappés qui erraient dans les couloirs. Cela ne l'apaisait en rien, car ces créatures libres n'étaient elles aussi que des victimes. Toutes avaient subi le même traitement que celles encore prisonnières. Et ce n'était qu'un début. Il savait que l'esprit des responsables de ce lieu poussait toujours plus loin les expérimentations. Mieux valait pour lui réduire cet endroit en cendres plutôt que de le laisser continuer à produire de tels monstres. Il ignorait où se trouvaient les scientifiques à l'origine de ce cauchemar. Il soupçonnait qu'ils avaient peut-être été éliminés par quelque chose. Une part de lui s'en réjouissait presque, mais il savait qu'il ne tirerait aucune réponse de cadavre. Alors il poursuivit sa route, cherchant d'autres signes de vie que ceux des animaux. Son arme n'était pas la meilleure, mais suffisait. Chaque fois qu'il tirait, les bêtes s'effondraient aussitôt, se figeant raides comme du bois. Il s'approcha d'une porte illuminée par une lumière bleue. À mesure qu'il avançait, elle s'ouvrit d'elle-même et lui donna accès à une nouvelle salle. La vue qu'il attendait le glaça aussitôt. Une énorme créature gisait à l'intérieur. L'homme se plaqua contre le mur et arma son fusil. Il observa prudemment. Le monstre semblait mort, mais le mouvement de sa queue démentit cette illusion. Sa peau pourpre, dure et épaisse, paraissait carbonisée et éraflée. Il songea que l'un de ses anciens camarades avait dû en être responsable. Un mince sourire se dessina sur son visage. Il avait perdu contact avec presque toute son équipe et craignait d'être le dernier survivant de la mission. Savoir que l'un d'eux avait peut-être survécu lui redonnait un peu d'espoir. Progressant dans l'ombre, il longea les murs pour ne pas se faire repérer par le monstre pourpre. Peut-être blessé, la créature restait dangereuse, et il refusait de prendre le moindre risque. Dans les couloirs, il dut abattre d'autres bêtes issues d'expériences ratées. Beaucoup prenaient des formes insectoïdes, hérissées de pics et de griffes. Certaines tombaient du plafond pour le surprendre, d'autres fonçaient tête baissée dans sa direction. Mais aucune n'égalait la menace que représentait l'animal ailé. Un peu plus loin, il arriva devant un ascenseur. Le numéro affiché lui était inconnu. Il savait que le complexe comportait plusieurs niveaux, mais celui-ci était particulier. Ses yeux se plissèrent, puis s'écarquillèrent. Il se souvint d'une zone non répertoriée sur la carte du site, dépourvue de passage connu. Il tendit la main pour ouvrir les portes, mais quelque chose le frappa par derrière. Surpris, il pivota, prêt à se battre. Une horde de petites créatures hérissées de pics rampaient vers lui, leurs yeux brillant d'une lueur meurtrière. Il grinça des dents et commença à les abattre une par une. L'une d'elles bondit sur lui et le projeta au sol. Son arme glissa plus loin sur le carrelage. Il pesta et se remit debout précipitamment, courant vers son arme. Mais un groupe de ces bêtes se jeta dessus, la lui interdisant. Il recula de quelques pas et serra les poings. S'il devait se battre à main nue, il le ferait. Quand l'un des monstres bondit, il arma son bras et frappa de toutes ses forces. Sa main heurta directement sa tête, projetant l'animal au sol. Mais la créature, tenace, se remit aussitôt à ramper vers lui, plus vite encore.
L'homme saisit alors une poutre de métal brisée et l'abattit violemment. Le corps explosa en une giclée verdâtre qui souilla le sol. D'un air sombre, il brandit la poutre et se prépara à exterminer les autres. Un bruit de liquide attira son attention. Il tourna la tête et vit une substance jaunâtre s'écouler du cadavre. Dégoûté, il eut un haut le cœur. La masse gélatineuse se mit à ramper au sol dans un bruit de succion répugnant. Il tenta de la frapper, mais la chose s'éleva dans les airs, flottant juste hors de sa portée et s'approchant de lui avec lenteur. Une certitude lui vint, cette chose était dangereuse. La masse jaune se rua soudain sur lui. Il leva la poutre pour frapper, mais la créature esquiva et se projeta contre son corps. L'homme s'écroula sur le dos. Il tenta de la repousser, mais elle glissa entre ses doigts, insaisissable. La douleur l'arracha à tout contrôle, car la créature semblait s'infiltrer à l'intérieur de lui, dissolvant chair et armure. Bientôt, il ne la vit plus, mais la souffrance était insupportable. Il porta les mains à sa tête en hurlant. Vacillant, il se remit debout et tituba vers l'ascenseur. Sa vue se brouillait, ses pas devenaient lourds. Les portes étaient ouvertes, mais il s'effondra avant d'y parvenir, le bras tendu vainement vers l'intérieur. Dans son agonie, il entendit des pas approcher. Il leva les yeux et reconnut la silhouette d'un ancien camarade. Il l'avait connu lors de son entraînement avant que leurs chemins ne se séparent. Persuadé qu'il venait à son secours, il roula sur le dos et lui tendit la main. Mais l'autre se contenta de le fixer. Déconcerté, l'homme ramena sa main vers lui. Son trouble grandit lorsqu'il aperçut les yeux de son camarade, les iris et les pupilles avaient disparu, laissant place à deux billes blanches. La voix qui s'éleva était glaciale, inhumaine. Elle affirmait que tout se déroulait selon les attentes et qu'il n'avait pas à craindre, car la douleur s'éteindrait bientôt. L'homme hurla en se contractant de toutes ses forces. La masse jaune ressurgit et recouvrit son corps. Elle le dévora entièrement, dissout son armure, déchira sa chair. Bientôt, il ne resta plus de lui qu'un tas de métal taché de sang et de suintements jaunâtres. Quelques minutes plus tard, une silhouette se pencha sur les cadavres des créatures violettes. Celles-ci cessèrent de briller et reculèrent prudemment. Une main gantée de métal se tendit, ramassa le fusil et l'examina. Dans le reflet de l'arme apparut un visage. C'était celui du même homme, mais ses yeux étaient devenus entièrement blancs. Une substance jaune dégoulinait encore de son armure. Il tourna brusquement la tête, aperçut un mouvement, l'image fugitive d'une silhouette en armure rouge et jaune. Son visage se crispa et sa voix glaciale murmura un nom. Samu Aran. Fallout 3 contient plusieurs stations de radio intégrées au jeu. La plus variée et la plus importante est Galaxy News Radio. Beaucoup de joueurs d'alignement maléfique savent qu'il est possible de tuer Tree-Dog, l'animateur de la station. Dans ce cas, il est remplacé par la technicienne Margaret. Cette dernière n'a pas de charisme et n'a presque rien à dire. Elle semble ne pas apprécier ses nouvelles fonctions d'annonceuse. Elle n'apparaît jamais en personne et ne peut donc pas être tuée. Une fois Tree-Dog éliminé, le joueur reste coincé avec Margaret. Ce que la plupart des joueurs ignorent, c'est que, dans certaines circonstances, GNR se transforme en Number Station. Une Number Station est une station qui diffuse un message codé inhabituel. Il en existe réellement dans le monde, et certains avancent l'hypothèse qu'elle constitue un réseau de contrôle pour une riposte nucléaire. L'encyclopédie en ligne propose davantage d'informations sur ces étranges émissions dans la réalité. Personne ne sait exactement quelles actions déclenchent la Number Station dans Fallout 3. Il semble nécessaire de tuer Tree-Dog, puisque personne n'a rapporté avoir entendu ces messages alors qu'il était encore vivant. Il semble également obligatoire de passer outre la quête Galaxy News Radio, dans laquelle le joueur aide à renforcer le signal de la station afin qu'elle puisse être diffusée au-delà de la zone immédiate de Washington DC. Cela reste facile à réaliser soit par un test de discours, soit en consultant le wiki de Fallout pour savoir où se rendre ensuite afin de continuer l'intrigue principale. Enfin, la destruction de Raven Rock constitue l'élément déclencheur qui transforme définitivement GNR en Number Station. Pourtant,
la grande majorité des joueurs qui remplissent ces 3 conditions continuent malgré tout à entendre la diffusion normale de GNR, ce qui laisse penser qu'il existe d'autres critères que la communauté n'a pas encore identifiés. Si le joueur a la chance de réunir toutes les conditions, juste après la destruction de Raven Rock, un message indique « signal radio perdu », suivi quelques secondes plus tard de « signal radio trouvé ». Il est alors impossible d'écouter GNR immédiatement, puisque le signal n'a pas été amplifié et que la sortie de Raven Rock se situe en dehors de sa portée. Heureusement, Raven Rock se trouve en montagne, près de l'un des rares endroits en dehors de Washington où l'on peut capter le signal en altitude. En syntonisant la fréquence, le joueur entend une voix familière. Celle de Tree Dog, alors même qu'il a été tué auparavant. Rapidement, on se rend compte qu'il ne parle pas en personnage. Ce n'est donc pas véritablement Tree Dog, mais plutôt le comédien Eric Delhomme qui interprète sa voix. Il lit une suite de chiffres, d'une voix monotone et déprimée. Ces listes contiennent toujours entre 9 et 12 chiffres, énoncés un par un, sans jamais utiliser de nombres composés comme 11 ou 40. Après les chiffres, suit une séquence de codes Morse de longueur variable, puis la chanson « I Don't Want to Set the World on Fire ». Toutes les autres pistes musicales de la station semblent désactivées. Le code Morse fut l'aspect le plus facile à déchiffrer, car il est largement connu et de nombreux joueurs le maîtrisent déjà. Très vite, une longue liste de messages traduits en anglais fut établie. Certains paraissaient complètement anodins, voire comiques, comme une personne annonçant avoir lavé sa voiture et proposant de manger chinois le soir, ou encore une autre demandant si son interlocuteur avait regardé sa vidéo sur YouTube, où il se filmait en train de donner des coups à des sans-abri. Ce détail surprend, car YouTube n'existe pas dans l'univers de Fallout. Il semble donc que tous les messages aient pour origine notre propre réalité, à une époque contemporaine de la nôtre. D'autres messages se révèlent bien plus sinistres. L'un annonce la mort de la reine, accompagné d'un commentaire disant que le monde entier est en deuil et que, lors de journées comme celle-ci, chacun se sent britannique. Un autre exprime l'horreur d'une personne expliquant qu'elle n'en peut plus du vacarme et qu'elle garde un pistolet dans son grenier. Récemment, un joueur des forums du wiki remarqua une phrase intrigante dans un fil de discussion qui regroupait tous les messages connus. Il lut une suite de chiffres suivie d'une remarque disant « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas nous manquer ». En enquêtant, il comprit que cela correspondait à la mort récente de Gary Coleman, et que les chiffres donnaient la date et l'heure exacte de l'événement. Il parcourut rapidement les autres messages et fit une découverte encore plus troublante. Un autre indiquait un accident dans le Golfe, plusieurs morts, avec la mention que la fuite de pétrole semblait évitée. Cela correspondait à l'explosion de la plateforme BP et à l'évaluation erronée du premier jour affirmant qu'il n'y avait pas de fuite. À partir de là, les joueurs transcrivirent systématiquement les séries de chiffres en date et heure, au format militaire. Beaucoup de messages concernaient des événements postérieurs à la sortie du jeu, et d'autres même plus anciens. L'un d'eux datait du 15 avril 1865, à 22h15, et décrivait la mort d'un homme, tout en suggérant que la responsabilité serait probablement attribuée à l'acteur Booth, ajoutant que Johnson ne devait pas escroquer l'auteur du message sur le paiement. Ce texte jetait ainsi un doute nouveau sur la version officielle de l'assassinat de Lincoln. Alors que la communauté multipliait les interprétations, les modérateurs du site bannirent tous ceux qui avaient participé ou même seulement lu le sujet. Toute référence à la number station disparue du wiki, et un filtre empêcha toute republication d'informations liées. Malgré tout, quelques personnes continuèrent à échanger par courriel et poursuivirent patiemment le décryptage. Plusieurs traductions furent associées à des dates précises. L'annonce de la mort de la reine, le 19 mars 2014 à 14h21. La remarque sur la vidéo YouTube, le 24 décembre 2012 à 24h16. Une exclamation stupéfaite devant l'obtention d'un Oscar par Britney, le 27 février 2023 à 21h33. Et enfin, un message plus long décrivant une fin du monde imminente, l'effondrement de l'univers et le désespoir d'une personne décidant de se suicider avec un pistolet dans son grenier. Ce dernier se distingue comme étant le seul qui n'est pas précédé d'une suite de chiffres. Il est intéressant de noter que la date la plus éloignée mentionnée dans les messages correspond au 6 juillet 2027 à 1h27.
Bien que je n'ai jamais été particulièrement doué pour les jeux vidéo, il m'arrive, lorsque l'occasion se présente et que j'ai suffisamment de temps libre, de m'y essayer avec plaisir. Lorsque je tombais sur Clairvoyant dans un bac de solde d'un magasin d'électronique de l'aéroport de Paris, j'eus l'impression qu'il correspondait parfaitement à ce genre d'opportunité. Je me demandais même s'il ne s'agissait pas du jeu le plus étrange que j'ai jamais rencontré. Je ne compris pleinement à quel point il l'était que lorsque je décidai de l'acheter et de l'essayer, choix qui rend aujourd'hui nécessaire ce récit. Sur le chemin du retour après une semaine passée en Europe durant les vacances d'hiver, je me retrouvais vers 1h du matin dans cet aéroport français, avec une escale beaucoup plus longue que prévu. Je décidai d'explorer un peu les lieux. Même si visiter un aéroport n'était pas comparable au Louvre ou à la Tour Eiffel, je me dis que cela pouvait valoir la peine. Je traversais des kiosques, des boulangeries, des affiches publicitaires gigantesques, croisais des équipes de nettoyage et quelques voyageurs fatigués, puis tombais sur un magasin d'électronique. Étonnamment, il était encore ouvert. Je cherchais un adaptateur pour un chargeur que j'avais acheté quelques jours plus tôt. La boutique était vide, à l'exception du caissier qui leva brièvement les yeux pour m'adresser un signe de tête sec avant de replonger dans son activité. Je trouvai rapidement l'adaptateur et, en me dirigeant vers la caisse, je remarquai un bac rempli de jeux vidéo. Par curiosité, je fouillai parmi les CD-ROM éducatifs et les copies maladroites de titres célèbres. C'est alors que je découvris une pochette en papier bleu ciel. Elle représentait un sprite transparent d'un personnage au large chapeau, semblable à ceux des vieux jeux d'arcade, et portait le titre Clairvoyant en lettres jaunes anguleuses. À l'arrière figurait une seule phrase: « Voulez-vous savoir ce que c'est que d'avoir de l'ESP ?» Une pancarte indiquait que chaque article du bac coûtait 4 €. Je jugeais amusant de risquer cette somme et quelques heures de mon temps sur une curiosité pareille, et je l'achetai. À peine avais-je quitté la boutique et rangé mes achats que l'annonce de mon vol retentit. Je me dépêchai de rejoindre mon terminal. De retour chez moi, je pensais dormir immédiatement pour lutter contre le décalage horaire, mais je n'y parvins pas. Je venais de déballer mes affaires et, encore éveillé, je décidai d'essayer Clairvoyant. Je sortis le disque de sa pochette, seule une inscription jaune bordée de noir portait le titre, identique à celui de la couverture. Je m'attendais à devoir l'installer, mais, à ma surprise, le jeu démarra immédiatement en plein écran. Le personnage de la pochette se tenait au centre d'un espace noir. Contrairement à l'illustration, il n'était pas transparent. La vue était en plongée. Sa peau était rouge vermillon, ses grands yeux d'un bleu identique à celui de l'enveloppe, et ses vêtements entièrement blancs hormis un bandeau jaune pâle autour de son chapeau. L'espace environnant se mit à clignoter rapidement du noir au blanc, avant de devenir gris puis bleu profond. Seule sa tête demeura visible, oscillant de haut en bas, tandis que des lignes blanches parcouraient l'écran. Je supposais qu'il s'agissait d'une introduction et testais les commandes. En appuyant sur D, la tête du personnage se tourna à droite. Avec W, il fit face à l'avant, mais je ne distinguais aucun mouvement. Une silhouette apparut devant lui, semblant flotter sur l'eau, une femme au châle vert et à la robe parcourue de lignes blanches, dont les yeux bruns étaient les seuls traits visibles sur un visage rosé. Elle disparut presque aussitôt. Peu après, une forêt surgit sur la gauche. J'essayai d'y amener mon personnage sans succès. Soudain, un immense édifice brun aux colonnes de marbre se matérialisa sur la droite et attira violemment mon personnage. Entre la forêt et la bâtisse surgit brièvement une silhouette sombre, au visage sévère, aux yeux jaunes en croissant, vêtue comme un évêque. Plus tard, je l'apprendrai, il s'agissait du père. L'image s'effaça et l'écran devint noir. Mon personnage se retrouva alors dans une petite pièce au sol gris tacheté de noir, entourée de vide. J'attendis des instructions, mais rien n'apparut. Je le fis avancer, et des bruits de pas résonnèrent comme ceux de chaussures sur du carrelage, bien qu'il soit pieds nus. L'écran devint noir à nouveau, puis la vue changea, un couloir en damier noir et blanc, des murs d'ébène, une cheminée grise derrière le personnage. J'explorais. À droite de la cheminée se trouvait une porte. Lorsque je m'en approchai, les couleurs devinrent négatives, des cordes grinçantes résonnèrent, et la mère réapparut. Ses yeux avaient pris la même forme colérique que ceux du père. Elle affirma qu'il ne fallait pas franchir cette porte si tôt.
Derrière elles se dessinèrent brièvement d'autres silhouettes, dont un être aux yeux immenses. L'ensemble disparut rapidement. Je poursuivis dans le couloir interminable. Au bout d'un moment, un embranchement se présenta, et je pris à gauche. Je trouvai une porte. L'écran devint noir, puis réapparut, j'étais devant une porte menant à une source chaude, de la vapeur pixelisée traversant l'écran. Dans l'eau, un personnage trapu à la peau lavande, aux yeux vert jaune et au large sourire, se prélassait, vêtu d'une robe et d'un bonnet violet. Il se nommait Montclair. Il demanda si Sinclair, mon personnage, avait accompli ses tâches et l'invita à profiter du bain après coup. Je choisis de l'interroger sur ses tâches. Montclair expliqua que l'Atrium progressait admirablement grâce à mon aide et demanda si j'avais déjà ramené des plantes. Soudain, la vapeur disparut, et Montclair se plaignit du convector, créature responsable de cette défaillance, en m'incitant à intervenir. La caméra se déplaça vers l'autre extrémité de la salle, où l'être indistinct aperçu auparavant tournait en rond. Il disparut après un instant, la vapeur réapparut, et Montclair se félicita du retour à la normale. Je quittai la salle et découvris un nouvel espace, un sol vert, des feuilles tournoyant dans une tempête circulaire. L'une d'elles clignota et, après quelques efforts, je parvins à la saisir et à m'extraire du cyclone. Je la ramenai à Montclair, dans un atrium rempli de plantes foisonnantes. Montclair s'enthousiasma devant la feuille, qu'il identifia comme de la menthe, et la transforma en plante en pot. Il me pria d'apporter d'autres spécimens. Puis il me demanda comment j'étais arrivé ici. J'indiquai que j'étais venu par l'eau. Montclair répondit qu'il était arrivé par des terres arides, avant de conclure en répétant son souhait de recevoir d'autres plantes. Je poursuivis mon exploration et parvins dans une caverne où une cascade se déversait dans une faille circulaire. Devant l'eau se tenait une femme à la peau ocre, aux cheveux noirs, vêtue d'un haut doré et d'un pantalon bleu. Son nom était Claire. Elle parla de la nécessité de choisir entre prudence et abandon, entre parole et silence, entre lumière et obscurité, questionnant le sens même de l'existence. Elle me demanda qui j'étais. Je répondis « Sinclair ». Elle demanda pourquoi j'étais là. J'admis l'ignorer. Elle expliqua alors que Montclair croyait en plusieurs plans de réalité, mais que son obsession restait l'Atrium, qu'il espérait digne d'attirer l'attention d'êtres supérieurs. Elle affirma quant à elle se tenir devant la cascade pour y chercher des visions, car elle était arrivée par le feu et devait désormais étudier l'eau. Je l'écoutai puis repartis. À mon retour près de la cheminée du couloir, deux choix apparurent, dormir ou rester éveillé. Je choisis de dormir. Sinclair s'allongea, et l'écran s'assombrit. Un rêve commença. Sinclair et Claire étaient dans une clairière forestière, entourée de bruits d'animaux nocturnes. Claire demanda où nous étions. Je pensais à une île inhabitée et envahie par la végétation. Claire répondit que rien de cela n'était réel. Je me retrouvai dans la salle aux feuilles, désormais immobile, d'une teinte saumon. La mère apparut et demanda pourquoi je voulais avancer. Je répondis que je voulais voir si le vent reviendrait. L'instant suivant, je fus transporté dans la caverne, mais la cascade avait disparu, remplacée par un kiosque. Une option apparut, suggérant de descendre ou de monter, mais je ne choisis rien. Soudain, je me retrouvai de nouveau dans la salle thermale, face au personnage mystérieux. Ses yeux changeaient de couleur en boucle. Il parla longuement de dualité, de contraires interdépendants, de la tentative de l'esprit humain de compartimenter ce qui est contradictoire. Je lui demandai s'il était l'infini. L'écran s'assombrit et Sinclair se réveilla auprès de la cheminée. Je décidai d'ouvrir enfin la porte interdite. Une question apparut, que voulais-je trouver ? J'écrivis « Libération, unité, clarté » et la porte s'ouvrit. Derrière se trouvait une vaste salle au sol damier sans mur ni limite visible. J'avançai longtemps dans ce vide, le bruit métallique des pas résonnant toujours plus fort. Montclair apparut, accablé, il se lamentait que tout son travail ait été réduit à néant, reprochait à Claire d'avoir brûlé l'Atrium, doutait de l'existence d'êtres supérieurs, et affirmait que tout ce qui restait à faire était d'offrir des oblations incertaines. Claire apparut de l'autre côté et l'accusa de chercher en vain à attirer ces êtres,
rappelant que l'Atrium en flammes avait bien dû attirer leur regard. Montclair demanda mon avis. Je répondis que ce qui plaît aux uns ne plaît pas forcément aux êtres supérieurs, et que l'incendie de l'Atrium avait peut-être déjà rapproché de ces entités. Claire s'interrogea alors sur leur absence et leur indifférence. Je continuai d'avancer, jusqu'à ce que le damier devienne bleu. Des roulements de tambour résonnèrent, puis cessèrent brusquement. Le père apparut, déclarant qu'il s'agissait du péché d'avoir vu. La mère se joignit à lui, parlant de défis envers la création. Asbim surgit derrière eux. Je répondis que voir l'un ou l'autre n'était pas un tel crime. Leurs formes se mirent à changer, leurs yeux tourbillonnant de couleurs. Sinclair lui-même commença à se métamorphoser. Un choix apparut, tenter de fuir, rester le plus longtemps possible, exposer Asbim aux autres, ou le tuer et l'usurper. J'essayai de choisir la deuxième option, mais le curseur se déplaça vers la dernière. Malgré mes tentatives pour arrêter le processus, la transformation se poursuivit. Sinclair devint agressif, désespéré. Je frappai frénétiquement sur les touches. Finalement, tout disparut dans un scintillement de noir et blanc, puis en un brouillard argenté, avant de devenir noir avec des points lumineux. Sinclair et Asbim se réduisirent à des contours, et Clairvoyant se ferma de lui-même. Je restai interdit, pris un verre d'eau, respirai profondément. Toute l'expérience ressemblait davantage à un rêve qu'à un jeu. En explorant les fichiers du disque, je découvris qu'il s'agissait en réalité d'une simple vidéo, créée par un certain Firmin. Depuis, mes rêves ont changé. Ils sont devenus d'une intensité inédite. Parfois, je me vois sortir de mon corps, une forme lumineuse flottant dans ma chambre avant de dériver vers la fenêtre. Au-delà, je découvre un tunnel de rayons colorés, un océan de lumière mouvante. Là, j'ai rencontré une femme, translucide comme moi, vêtue d'un col roulé et d'un pantalon de velours, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle se présenta comme Claudia. Elle m'expliqua qu'elle avait connu Firmin, qu'il possédait des dons psychiques mais qu'il les avait mal orientés, jusqu'à s'abandonner au plan causal, au prix de son existence physique. Là, il avait atteint une prescience démesurée. Claudia, encore vivante quelque part en France, cherchait à l'arracher à ce plan. Elle semblait persuadée que je possédais moi aussi un potentiel psychique latent et que je pouvais l'aider. Tu connais cette sensation étrange que tu ressens quand tu joues à un jeu multijoueur et qu'il n'y a absolument personne sur le serveur à part toi? Par exemple, si tu lances Minecraft et que tu tombes sur un serveur désert encore en marche mais vide, cela donne une atmosphère vraiment particulière. C'était justement mon passe-temps, explorer ces jeux à moitié éteints pour découvrir ce que les joueurs avaient laissé derrière eux. Pas seulement Minecraft d'ailleurs, mais aussi Counter-Strike, Team Fortress 2, World of Warcraft. J'utilisais tous ces jeux presque chaque jour pour visiter ces serveurs spéciaux. J'y notais ce que je trouvais, des bâtiments, des cartes, des annonces, puis mon ami venait effacer ou reconstruire par-dessus ce que j'avais documenté. Je recevais environ $50 pour chaque serveur nettoyé, selon sa taille. Un jour, j'étais tranquillement installé avec un coca à la main lorsque mon ami, dont je tairai le nom pour des raisons de sécurité, m'appela sur Steam. Il m'expliqua qu'un grand serveur d'un jeu indépendant venait d'être abandonné et qu'il voulait que j'aille l'explorer. Il ajouta que la carte était plus vaste que d'habitude et qu'il me paierait autour de $100. J'acceptai et allai télécharger le client. Le site semblait ancien, mal conçu et peu fréquenté. Je supposais donc qu'il voulait simplement savoir si le serveur fonctionnait encore. Le jeu portait le nom Scary Forest Seattle. L'interface ressemblait à celle de Second Life, on incarnait un avatar, on courait, on achetait ou on construisait des choses. Après avoir créé un compte, je me retrouvais devant l'écran de maintenance des serveurs. Je consultai les statistiques et découvris que celui-ci était hébergé depuis une seule tour avec un proxy. Impossible d'obtenir un ping précis à transmettre à mon ami, mais comme il allait sûrement supprimer le tout, je décidai de lui inventer une donnée. C'était visiblement le seul serveur actif. Peut-être comptait-il détruire le projet complet de l'entreprise, ce qui justifierait la prime. Je me connectai.
L'écran de chargement affichait des astuces, une barre de progression et quelques images de joueurs. Puis mon avatar apparut dans une petite forêt, que j'imaginais placée en dehors d'une ville ou d'un village principal. J'avançais, espérant déclencher un tutoriel, mais rien ne se produisit. Les graphismes étaient étonnamment avancés pour l'âge du jeu. Les arbres rappelaient la forêt d'Halloween dans WoW. Je décrivais tout cela à mon ami, puisque nous gardions le canal vocal ouvert pour communiquer rapidement. Au bout de 20 minutes, j'atteignis un arbre plus grand que les autres. Une énorme porte avait été taillée dans son tronc, à la manière des décors de l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Mon curseur afficha une option d'interaction. Lorsque je cliquais, l'écran devint noir et mon canal vocal se coupa. Il n'y avait pas d'écran de chargement, seulement une musique 8 bits mal bouclée qui tournait en fond. J'attendis, inquiet, puis le jeu revint ainsi que le canal vocal. À l'intérieur de l'arbre, il n'y avait qu'un grand miroir, coupant l'espace en deux. Mon avatar s'en approcha tout seul, posa sa main sur la surface, et je fus brutalement ramené à mon bureau. Sur mon ordinateur, l'icône du jeu restait, mais tous les fichiers avaient disparu, tout comme l'adresse HTTP. Je demandai à mon ami s'il avait coupé le serveur, ce qu'il nia. Il me transféra malgré tout l'argent convenu sur PayPal puis se déconnecta. Je m'endormis ce soir-là en réfléchissant à ce que j'allais acheter avec ces $100. La nuit fut agitée. Je me réveillai 6 fois, toujours hanté par l'image de cet arbre et de son miroir. Ce n'était même pas effrayant, juste obsédant. Je me voyais tendre la main vers la glace encore et encore. Au matin, incapable de dormir davantage, je me levai vers 6 heures. J'allais sur l'ordinateur pour parcourir Steam et chercher de bonnes affaires. Alors que je regardais une bande-annonce de Saint-Roch, je reçus une invitation pour une partie de Counter-Strike, Source. Le pseudo ressemblait étrangement au mien, mais je n'avais aucun souvenir de l'avoir ajouté. Après quelques hésitations, j'acceptai. La partie semblait normale, une simple carte Dust 2, sans annonce, seulement lui et moi dans des équipes opposées. Le serveur portait exactement mon propre nom, ce qui me fit croire à une blague de mon ami. Je pris mon temps pour configurer mes options puis tenter d'acheter un fusil de précision AWP. Mais chaque fois que j'appuyais sur la touche, le jeu se figeait quelques secondes avant de reprendre. J'attribuais cela à un bug de script et me contentais d'un Glock. En sortant du spawn, j'entendis un petit rire au loin. Je l'ignorai et continuai ma recherche. Après 10 minutes sans rien trouver, j'aperçus enfin la silhouette de mon adversaire sous une passerelle. Je le suivis, et quand je ressortis de l'autre côté, l'écran afficha non pas Dust 2 mais l'intérieur d'un arbre gigantesque, avec ce même miroir. Le reflet n'était pas celui de mon personnage terroriste, mais de moi-même, assis devant mon clavier. Paniqué, j'arrachai mon casque et vérifiai ma webcam, qui était éteinte. Dans la glace, ma main commença à se déchirer le bras avec ses propres ongles, tout en riant doucement. Je hurlai et éteignis l'ordinateur. Juste avant que l'écran ne s'éteigne, mon visage apparut déformé et pourri. Je n'osai rallumer la machine que 4 jours plus tard. Par nécessité, car c'était mon travail. Dès l'allumage, Word se ferma tout seul et Battlefield 3 se lança. Je compris que quelque chose clochait. J'hésitais à tout éteindre de peur de revoir ce double maléfique, mais une invitation de mon vieil ami s'afficha. Le serveur paraissait normal, un match à mort en escouade sur Caspian Border. Je me connectai, sélectionnai mes armes, puis ouvris un chat vocal. Lorsque je parlais, seul de la friture me répondit. Je suppliai mon ami de ne pas plaisanter dans un moment pareil, mais aucun son humain ne vint. Alors je continuai à jouer, explorant la carte. Je vis une silhouette se glisser derrière un bâtiment. Elle n'avait rien d'un modèle classique du jeu. Cela me rappela immédiatement l'expérience de Dust 2. Je décidai d'éteindre le PC. Mais au moment d'appuyer sur le bouton, l'écran se remplit d'arbres, chacun portant la même porte. Je sentis mon corps figé tandis que mon avatar avançait seul vers le plus grand arbre. La porte s'ouvrit. De l'autre côté du miroir, mon double m'attendait, assis exactement comme moi. Il avait changé depuis la dernière fois,
ses yeux étaient creusés, sa peau pendait, ses os ressortaient. Il se mit à se poignarder avec un morceau de bois. Ses gestes se répercutèrent aussitôt sur mon propre corps. Je hurlai tandis que les éclats de bois déchiraient ma poitrine, jusqu'à ce que je parvienne à arracher le cordon d'alimentation. Le cri cessa aussitôt. Transporté à l'hôpital, on me recousit avec une 60aine de points de suture. De retour chez moi, je vendis l'ordinateur. Mais les choses empirèrent. Je perdis mon emploi à force d'absence. L'image du miroir et de mon double revenait sans cesse. Puis une idée m'obséda, pour en finir, il fallait retourner dans le jeu. Je rachetai un ordinateur bon marché et tentai de recréer le serveur. Pendant 3 jours, je bricolais des fichiers résiduels, des codes, des hashes. Finalement, le site fonctionna à nouveau et je pus cliquer sur « Login ». L'accueil était différent. Des photos personnelles défilaient, moi perdant mon travail, mes proches, des gens en larmes, d'autres en train d'être massacrés, décapités, torturés, dévorés. Le hurlement glaçant résonnait comme la première fois. Je fus jeté dans la forêt, cette fois jonché de sang et de cadavres pendus aux branches. Leurs yeux noirs me suivaient partout. En tremblant, je progressais, et bientôt mes jambes se mirent à avancer d'elles-mêmes. Plus de clavier ni de souris. Seulement moi, marchant en vrai. Après avoir trébuché sur des corps, j'atteignis enfin l'arbre principal. La porte s'ouvrit sur le miroir. Le reflet était une version déformée de moi, couverte de sang, aux yeux noirs. Il s'approcha en rampant, brisant la glace. Je sortis alors un petit miroir de ma poche et le lui tendis. Un cri assourdissant éclata, faisant saigner mes oreilles. Je repris conscience dans ma chambre, allongé sur le sol, le miroir posé près de moi. Tout était terminé. Je pris une douche, bus un verre d'eau, puis conduisis jusqu'à un pont et jetai le miroir à l'eau. Je rentrai soulagé, convaincu d'avoir vaincu ce double monstrueux. Voilà pourquoi j'écris ceci aujourd'hui. Pour t'épargner de vivre la même chose. Sois prudent quand tu entres sur un serveur vide ou abandonné. Si tu entends des rires, ou si tu rencontres ton propre reflet, je crains le pire pour toi. Il y a quelques mois, la police a repêché dans différents lacs des miroirs identiques à celui que j'avais utilisé. J'ai la terrible impression que cette créature ne commettra pas 2 fois la même erreur. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.